C'est pas Emmanuel Macron qui, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mis en avant dans la campagne. Et moi, je lui avais dit, tu fais une partie de poker avec les Français. Son pari, il peut le remporter, comme il en a remporté beaucoup, mais c'est quand reste une partie de poker, et c'est hyper grave de faire ça. C'est un type qui bluffe en permanence. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jeu. Exactement. Si on ne peut pas dire les choses, c'est que ces choses sont pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables, cessent. Et pour qu'elles cessent, il faut effectivement mettre la lumière dessus. Parce que sinon, elles ne peuvent pas disparaître. C'est l'impunité à chaque fois. Frédéric, je suis ravi de t'accueillir. On s'était vu il y a 2 ans. À peu près, hein, c'était au moment du printemps. Oui, c'était fin mars-avril 2020, ouais. en plein confinement. Et j'avais fait, on était en plein confinement, j'avais fait un entretien avec toi. On se connaissait pas, je te voyais à l'époque. Aujourd'hui, je te tutoie parce qu'on se connaît un peu mieux. Mais c'est la deuxième fois qu'on se revoit en 2 ans, donc il y a pas de. Même si je t'aime bien, je dois dire, on ne devrait pas dire ça. Mais, j'apprécie vraiment ce que tu es comme député, le courage que tu as fait preuve. Tu es une femme plutôt de droite. D'ailleurs, quand on lit le livre, on voit ça. Mais tu es avant tout quelqu'un de libre. Et je t'ai découvert en lisant ce livre de 360 pages qui à la fois te raconte ton parcours de productrice, de femme, et puis ce qu'il y a de plus intéressant à mes yeux, enfin de chroniqueur politique, c'est ce que tu racontes de ce cœur du pouvoir, quoi. Donc ce que tu racontes de l'Assemblée, mais aussi de tes liens avec Emmanuel Macron, avec Alexis Kohler, avec Édouard Philippe, etc. On découvre des personnages qu'on n'a pas vraiment envie d'aimer, quoi. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des gens très sympathiques, et il y a une sorte de cynisme chez eux que tu décris très très bien, quoi. C'est un livre qui envoie du lourd quand même, puisque tu te caches pas derrière ton petit doigt. On sent que tu cherches pas une place, puisque je crois d'ailleurs, on peut le dire, tu vas continuer à être député, tu vas te représenter. Non, effectivement, je ne vais pas me représenter, tout à fait. Ce qui te donne cette liberté qui me donne cette liberté, d'abord que j'ai acquise aussi pendant le mandat, puisque effectivement j'ai été élue En Marche, mais j'ai quitté en septembre 2018, donc juste après l'affaire Benalla. Depuis, j'ai quitté toute étiquette politique parce que tu as rappelé que j'étais une femme de droite, mais depuis, de toute façon, début, j'ai jamais voulu être caractérisée par être de droite ou de gauche, même si je comprends l'importance d'être de droite ou de gauche. Je ne nie pas les choses, mais pour moi, je me sens absolument pas de droite ou de gauche. Donc j'ai acquis cette liberté depuis 4 ans, et il était essentiel pour moi de dire ce que j'avais vu et vécu de l'intérieur pour qu'on puisse comprendre. On peut donner son opinion, mais là, je n'ai choisi de traiter que des gens avec qui j'avais travaillé ou été en contact. Je ne donne pas mon opinion sur ceux avec qui je ne l'ai pas été, pour montrer quel est le ressort des décisions prises et comment, effectivement, la démocratie est profondément abîmée et s'abîme de plus en plus. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre qui mélange à la fois une partie de vie personnelle. Qui occupe beaucoup du livre, c'est aussi c'est très intéressant d'ailleurs, ton travail de productrice, les comédiens, les producteurs que tu as raconté. On va un peu raconter tout ça. Il y a des anecdotes qui sont quand même assez croustillantes, mais tu démarres assez fort sur Macron. J'ai noté, la littérature t'a sauvé. Il y a une seule petite faute de goût, les opérettes d'Offenbach. Les opérettes d'Offenbach, c'est pas dans la littérature, c'était non, le fait. Ça m'a sauvé parce que effectivement, on avait un professeur d'histoire qui était absolument génial, qui était complètement. Il a, par exemple, en première, il a refusé de nous faire le cours de géographie parce qu'il trouvait que c'était inintéressant, et pendant 1 an, on a eu un cours d'histoire de l'art. Et il nous a fait mettre en scène des opérettes d'Offenbach. Et franchement, j'ai pas honte du tout, c'était génial. C'était génial. Moi, j'aime pas beaucoup ça, mais le jouer, c'est génial. Non, mais déjà, alors tout à l'heure, j'ai dit que tu étais une femme de droite parce que tu démarres dans le métier, entre guillemets, comme élue, donc tu es proche de François Léotard. Exactement, centre droit. Comment tu... Enfin, d'abord, tu racontes aussi ton passé. Ta mère est quand même désargentée, elle est bonne, non, au départ. Et alors, elle a un parcours extraordinaire, puisqu'elle termine, enfin, en tout cas, à 50 ans, elle est à l'école du Louvre et elle va faire des conférences. Elle repasse son bac à 50 ans.
Et elle va à l'école du Louvre et ensuite elle va faire des conférences, alors qu'effectivement, à 18 ans, elle a dû partir, quitter sa famille. Sa maman est décédée quand elle avait 15 ans, elle avait 8 frères et sœurs. Et elle part et elle commence comme bonne, puisque c'est comme ça qu'on disait au départ, puis sténodactylo, puis elle devient la secrétaire particulière du président du Conseil économique et social. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle a un parcours absolument incroyable, je trouve. Ben, c'est intéressant parce qu'on voit que tu n'es pas né avec une cuillère dorée dans la bouche, quoi. Et le livre, c'est aussi le livre d'un combat, quoi. Il y a un combat permanent, il y a des scènes qui sont très touchantes. Je fais un bond dans le passé, mais il y a un moment où tu racontes au Festival de Cannes et en fait, tu as une vie très stressante, quoi, puisque tu es face à des adversités permanentes, souvent masculines. Je pense à Canal+ et tout ça. Et un jour, tu te touches les cheveux et tu perds tes cheveux, quoi. Oui, alors là, en plus, c'était pas du tout une domination masculine. Celle-là, c'était une domination féminine, puisque c'était à cause de Valérie Pécresse. Donc, quand j'ai eu effectivement la pelade, c'était lié à donc le Festival de Cannes, c'est au mois de mai. On a été élus en décembre, et de décembre à mai, ça a été un enfer. J'ai vécu un enfer avec cette femme. Ouais, je le raconte. D'ailleurs, tu fais le parallèle entre Pécresse et Macron. Enfin, moi, je propose qu'on suive la chronologie du livre, quoi. Et tu démarres le bouquin en expliquant que Macron te séduit en 2015. Et pourquoi il te séduit ? C'est parce qu'il a cette déclaration qui tranche un peu avec le fait qu'à l'époque, François Hollande accueille assez peu de réfugiés. Et lui, à l'instar d'Angela Merkel, il dit il faut accueillir des réfugiés. Et toi qui dans ta vie personnelle, a accueilli des... Tout à fait, mes parents ont accueilli une petite fille des Pot People. Ensuite, on avait mon grand-père était en ce qu'on appelait les colonies à l'époque, le Dahomey qui est de Bénin aujourd'hui. Donc il est devenu le tuteur de petits Béninois, etc. Donc nous, on avait ça à la maison. Et donc... à ce moment-là, toi, tu fais c'est quoi tes études déjà ? Moi, j'ai fait l'Institut d'études des relations internationales et l'Institut français de presse à Assas. D'accord. Et donc, tu es quand même une travailleuse, enfin, je veux dire, tu bosses beaucoup. Et comment tu rentres en politique ? C'est Léotard ? En fait, c'est la vie, c'est plein d'opportunités. Normalement, je suis censée... ce qui m'anime, c'est de travailler dans les relations internationales, les organisations internationales, qu'elles soient non gouvernementales ou gouvernementales, mais la vie va faire que je vais rencontrer Dominique Ambiel, qui, on connaît par ailleurs, puisque c'est aussi un producteur, il a été conseiller politique à Matignon, notamment de Jean-Pierre Raffarin, il a été de François Léotard, et aujourd'hui il est producteur, et Dominique va me faire venir, quand j'ai 23 ans, au cabinet de François Léotard. Et je voudrais revenir sur ça, quand on dit... droite, François Léotard, etc. Ce qui était absolument incroyable, et c'est pour ça que je suis allée à cet endroit-là, c'est que c'était un endroit libre. Que jamais François Léotard, d'ailleurs, il n'en avait rien à faire qu'on ait sa carte ou pas. Et l'UDF, il faut le savoir, c'est un endroit qui a toujours laissé les gens libres. Le groupe UDF à l'Assemblée, c'était un groupe où on pouvait avoir une liberté de vote. Donc, moi, ça m'a frappé depuis que je suis députée en 2017, tous les groupes, que ce soit le Parti socialiste, le groupe France Insoumise, le groupe communiste, le groupe LR, il y a des consignes de vote. L'UDF a toujours été un endroit, ça peut paraître incroyable à certaines personnes, mais où il y avait des majorités qui se dégageaient, bien sûr, mais on avait toujours la possibilité, pour ceux qui n'étaient pas complètement d'accord, de voter différemment. Ouais. Moi, c'est ça qui avait fait que je m'étais dit, bon, voilà, on peut être à cet endroit-là et rester libre. Donc, on parlera de Pécresse tout à l'heure et de ton parcours, mais donc, dès le départ, tu parles de 2015 et tu dis que donc, tu es séduite par l'allant et les propos d'Emmanuel Macron. À ce moment-là, en 2015, il est ministre de l'économie à ce moment-là. Les deux déclics, c'est ça, c'est celui dont tu as parlé, lorsqu'il parle de l'inconfort philosophique qu'il a par rapport à la déchéance de la nationalité. Donc c'est une volonté de François Hollande et de Manuel Valls de porter la déchéance de la nationalité, et Emmanuel Macron va parler de son inconfort philosophique. Ensuite, il va évidemment dire, comme tu l'as rappelé, que à l'instar d'Angela Merkel, ça serait bien d'accueillir des personnes immigrées ou réfugiées. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il s'oppose au 49.3, donc à une méthode brutale qui a été pratiquée à cette époque-là par Manuel Valls, et il a pratiqué une autre méthode avec son projet de loi qui s'appelle la loi Macron. Donc c'est incroyable de se dire qu'il est parti de là et qu'on en est où on en est aujourd'hui. Oui.
Non, mais justement. Et on va faire des allers-retours dans le passé et dans le présent. Et tu racontes assez tôt dans le livre, c'est un passage qui m'a vraiment intéressé parce que ça raconte de l'intérieur un peu ce que c'est qu'être député, les consignes de vote, etc. Et je vais te lire. En fait, c'est le moment. C'est le premier moment où ça commence à se désagréger. C'est-à-dire que tu viens d'être élu député de La République En Marche, plutôt bien, non? Oui, plus 65%. Plutôt pas mal. À Paris? Ouais. Dans les Hauts-de-Seine, donc circonscription, c'est Bourg-la-Reine, Antony, Sceaux, Châtenay-Malabry. Il y a une sorte d'énergie des En Marcheurs qui te porte et tu crois à ce moment-là. Enfin, je veux dire, quand tu démarres à l'Assemblée, tu es heureuse. Je crois qu'Emmanuel Macron va porter mon idéal. Je dis, c'est la première fois que je suis en accord à 300% par rapport à un idéal qu'il était censé porter, même si tout le monde va me dire après, mais non, tu as été naïve. Mais à l'époque, j'y croyais. Ouais. Il faut dire que tu es une bonne prise pour eux, puisque tu es une productrice reconnue, tu as été patronne de Studio Orange, c'est Orange ça? Studio, tout à fait, que j'ai même créé. Voilà, tu as été, tout le monde parle de The Artist, tu as quand même pas mal aidé à la naissance de ce film et de tas d'autres films. Welcome, le film de Kassovitz, L'ordre et la morale. Welcome de Philippe Liorès sur l'immigration. Et c'est vrai que souvent, tu étais cité dans des papiers pour être une future ministre de la Culture. Tu as été barrée par Françoise Nyssen, tu en parles d'ailleurs là. Mais... Non, pas par Françoise Nyssen, parce que... c'est elle qui a été prise. Oui, alors, mais c'est pas elle qui m'a barrée, puisque... Non. Voilà, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu envie, pourquoi pas, de l'être. Parce que je la raconte pas cette anecdote dans le livre, mais je vais te la raconter comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai eu à un moment donné cette idée-là, c'est que on est au mois de février 2017. C'est le meeting de Lyon d'Emmanuel Macron. Anne-Marie Hydra, qui est une ancienne ministre, que tout le monde connaît éventuellement, vient me voir toute excitée. Elle me dit Frédéric, j'ai parlé avec Emmanuel hier. Je lui disais qu'il avait peu de femmes autour de lui, peu de femmes pour être ministre, etc. Il me dit, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si, j'ai Frédéric. Alors moi, quand elle me dit ça, je dis, c'est gentil, mais c'est un peu bizarre qu'il te dise ça, mais bon. Et après, comme ça fait 20 ans, et je pense que le livre le démontre suffisamment, que je porte mes idées sur la politique culturelle, à un moment donné, je me suis dit, si on peut les porter et puis avoir le pouvoir et la capacité de les mettre en œuvre, pourquoi pas? Donc c'est vrai que je dis ça parce que certains pourront me dire après ce livre, oui, mais Frédérique Dumas, elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas été ministre. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, oui, entre ce qui m'était dit, parce que j'ai eu d'autres retours sur le fait que c'était possible éventuellement, j'ai eu peut-être cette envie-là et je l'assume. Enfin, franchement, dès que, j'allais dire 2 ou 3 mois après l'élection, j'ai compris que de toute façon, je ne le serai jamais parce que je ne pourrai jamais l'être. Porter les réformes de l'audiovisuel public telles qu'elles ont été portées. Aujourd'hui, on est jusqu'à supprimer la redevance, le pass culture qui est absolument une imposture. Toutes ces choses-là, c'était hors de question pour moi de l'être. Donc, de toute façon, ça a duré 2-3 mois, cette idée-là, pour moi. Et ensuite, jamais, je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans un documentaire très tôt en 2018, je ne serai jamais ministre d'Emmanuel Macron pour être sûr qu'on pourrait reprendre mes propos si jamais quelqu'un me soupçonnait de vouloir l'être. Je pense qu'on ne peut pas être ministre d'Emmanuel Macron. Le personnage absolument glaçant, hideux, cynique d'Emmanuel Macron parcourt le livre, quoi. Je veux dire, et on sent qu'il y a une sorte de grande déception chez toi parce que, j'allais dire une fois de plus, tu t'es fait avoir, quoi, oui, parce que tu arrives souvent pleine d'enthousiasme. Ouais, exactement. Et alors le moment là, le moment qui est la première fracture, c'est le vote. Je crois que c'est Courson, Charles de Courson, qui veut voter contre le verrou de Bercy. Non, il veut justement. Il dépose un amendement qui va permettre de lever en partie le verrou de Bercy, oui, qui est ce fameux dispositif qui fait que lorsqu'il y a des fraudes fiscales importantes, les fraudes fiscales mineures, les gens, ils sont absolument... je veux dire, on vient les chercher, la justice vient les chercher. Bon, alors les grosses fraudes fiscales, il y avait des négos avec Bercy. Donc c'était quand même absolument hallucinant. Il y a très peu de pays qui avaient ça. C'est un peu archaïque, préhistorique. Et donc l'idée, c'était de lever ce verrou. On l'avait mis dans le programme, et la première personne qui dépose un amendement dès 2018 sur cette idée-là, c'est Charles de Courson. Ouais. Et effectivement, là,
on va nous demander de voter contre. Charles de Courson, il est à l'UDI Alors Charles de Courson, moi j'étais à l'UDI, donc on se connaît depuis 20 ou 25 ans. Maintenant, il n'est plus à l'UDI. Et à l'époque il est maintenant, on s'est tous retrouvés dans un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, avec Jean Lassalle, avec les Corses. À l'époque où il fait cette proposition, il est effectivement à l'UDI. Oui, c'est parce que évidemment il y aura une consigne de vote des En Marcheurs pour demander à tous les députés de ne pas voter cet amendement. Et là, tu as ton premier gros cas de conscience. Voilà. Et tu dis, nous avions reçu consigne de voter contre cet amendement, car il s'agissait bien sûr que ce soit nous qui présentions cette réforme plus tard. Je me souviens de cette première transgression. Je regardais les boutons sur lesquels nous devions appuyer pour voter. Je me disais, tu ne peux pas voter contre quelque chose qui est de bon sens et qui est absolument nécessaire. Et en même temps, j'en arrivais à douter et à avoir peur d'appuyer sur un bouton. Je ne me reconnaissais pas. J'ai décidé au final de m'abstenir, ce qui était un véritable péché en ce début de mandat. Ce n'était pourtant qu'une abstention. J'avais déjà vécu avec Valérie Pécresse, etc., etc. Mais là, ça va être une tâche indélébile, c'est-à-dire qu'ils vont te le reprocher jusqu'au bout. C'est vraiment une discipline de fer chez les En Marche. Ce qui est terrible, c'était surtout évidemment le décalage entre ce qu'il avait dit pendant la campagne et ce qu'on était en train de faire. On avait dit qu'on allait pouvoir parler à d'autres pour construire des majorités. Là, à l'époque, le groupe UDI, qui est Agir maintenant, Odier Agir, c'était le seul groupe de l'Assemblée qui était constructif et qui avait annoncé qu'il ne serait pas dans l'opposition systématique. Donc le premier acte qu'on fait, c'est de ne pas tendre la main à un groupe qui dit qu'il sera constructif, qui pourra voter pour ou contre. Ça, c'est la première transgression. Deuxième transgression, évidemment, c'est un enjeu majeur de faire sauter ce verrou de Bercy. Et nous, on estime que, on va le faire plus tard éventuellement, comme on le verra dans plein de réformes où, soi-disant, on les faisait plus tard, ou pas du tout, comme la dépendance ou tout ça, des réformes qui n'ont jamais été faites, ou la proportionnelle. Et effectivement, je me dis, c'est incroyable que je sois tétanisée à l'idée de ne pas appuyer sur le bouton qui me convient, quoi. Sachant que, franchement, ça aurait posé aucun problème métaphysique. Mais après... Et je me suis quand même abstenue, donc j'ai pas trop honte quand même. Au moins, je me suis abstenue. Oui. Mais c'est un problème dans tous les groupes politiques. Hein. Il y en a 10 qui se sont abstenus, mais il y en a 10 aussi qui ont voté contre. Ouais. Qui ont voté pour l'amendement. Contre la République En Marche. Tout à fait. Et là, tout de suite, il y a on peut dire le flic de Macron qui s'appelle Stéphane Séjourné, non ? Qui vient te voir et tu commences à te faire engueuler là. Non, en fait, non, justement, c'est ça qui est amusant, c'est que en fait, moi, j'étais quand même identifiée comme des personnes à qui on ne pouvait pas trop aller dire ce qu'elles devaient faire. Donc moi, on n'est jamais vraiment venu me voir directement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive. Il n'est pas méchant en plus, Stéphane. Il arrive, il a les cheveux ébouriffés parce qu'Emmanuel Macron l'a appelé, l'a sorti de son lit en lui disant. La nuit, il appelle à cause de ça. En lui disant, on me dit que les députés font n'importe quoi. Donc il se pointe à minuit et demi. Et je lui dis, Stéphane, on n'est pas du tout en train de faire n'importe quoi, t'inquiète pas, tout va pas s'écrouler. Va falloir commencer à travailler autrement, sinon on aura un problème. Mais il a dû effectivement venir nous tenser pour ceux qui étaient... Alors tu dis, je lui ai dit, donc Stéphane, si Emmanuel commence à s'inquiéter pour cela et ne lâche pas un peu la bride, ça va être une catastrophe. Et tu ajoutes, je ne me doutais pas encore que ce serait bien pire, mais j'avais au moins repris mon destin en main par cette simple abstention, c'est dire. Donc tu commences à te déchanter de ce que c'est qu'être député. Si je suis honnête, c'est arrivé très vite parce que, en fait, c'est pas Emmanuel Macron qui, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mis en avant pendant la campagne. C'est un choix, c'est ça la duplicité. C'est pas le pouvoir qui, à un moment donné, l'énivre ou autre, où tout d'un coup on se retrouve dans des situations compliquées. Il a pris le pouvoir avec la bienveillance et avec toutes ces phrases dont on a parlé tout à l'heure, et dès qu'il a été mis au pouvoir, il a verrouillé. Donc, dès le mois de juin-juillet, on voit sortir les statuts du futur parti En Marche, qui sont hallucinants. On nous a expliqué que les partis n'étaient pas démocratiques, c'est pour ça qu'on faisait En Marche, et on voit arriver les statuts d'En Marche en juin-juillet, où tout le monde est nommé, personne n'est élu, et tout remonte au siège, et on donne gentiment 8 000 € pour un département comme les Hauts-de-Seine.
Et donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit aux marcheurs... 8 000 euros de quoi ? De budget. Non, mais je veux dire, comment alors que, bon, c'est des centaines de millions d'euros qu'En Marche va récupérer après, l'idée, c'est de ne pas laisser les gens décider sur le terrain. Donc, évidemment, on ne leur donne pas d'argent. Mais moi, j'ai fait partie de ceux, il y a eu des frondeurs, entre guillemets, marcheurs, je ne parle pas des députés, qui se sont mis tous ensemble pour dénoncer ces statuts. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit aux marcheurs, là encore, je leur ai pas dit de voter contre, je leur ai dit vous avez le droit de voter comme vous voulez. Et donc, parce qu'à l'époque, s'abstenir ou voter contre, c'était perçu comme une espèce de faute. Il y a la hantise dès le départ, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, des frondeurs, quoi. Parce que Macron, ayant trahi François Hollande, il a bien vu que les frondeurs ont dynamité la présidence de Hollande, et il n'avait pas envie de revivre ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de redire une nouvelle fois que je trouve incroyable qu'on appelle frondeurs les députés socialistes, parce qu'en fait, tous ces députés, c'est des députés qui se sont opposés au changement de politique de François Hollande par rapport à son programme. Je ne parle même pas du fond, qu'on soit d'accord ou pas, François Hollande est élu sur un programme. Quand il arrive au pouvoir, d'ailleurs, François Bayrou est convaincu qu'il va être Premier ministre, ça veut bien dire qu'il sait qu'il va bouger son programme. Les députés qui sont dits frondeurs sont des députés... Excuse-moi, tu dis ça comme ça. Ouais. François Bayrou était persuadé d'être Premier ministre de François Hollande. Oui, d'ailleurs, entre les deux tours, il avait appelé à voter François Hollande. Et en étant convaincu que, naturellement, il le serait d'ailleurs, c'est assez naïf, parce qu'en politique, si on ne deal pas, en tout cas, s'il voulait vraiment avoir ça, il avait intérêt quand même à passer un deal. Mais parce que, évidemment, il a été marqué au fer rouge d'avoir pris position personnelle en faveur de François Hollande contre Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, maintenant, ils vont se retrouver tous ensemble, il n'y a pas de problème. Ouais. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, mais voilà. Donc effectivement, à ce moment-là, c'est vraiment perçu comme quelque chose c'est perçu comme une fronde, alors que ce n'est que des députés qui décident de rester fidèles à leur programme. Mais d'ailleurs, il y a un chapitre qui lui est consacré, qui est assez dévastateur à François Bayrou, j'en parlerai après. Mais dès le début du livre, d'ailleurs, c'est un livre qui taille des costards. Hein. Il y a des gens qui sont habillés pour l'hiver. Et les premiers que tu tailles, j'ai trouvé ça assez intéressant, tu expliques que tu peux pas être ministre mais là, François Nyssen, Franck Riester, Roselyne Bachelot décident de strictement rien, quoi. Et Jean-Michel Blanquer aussi, on a l'impression qu'ils prennent tous leurs ordres à l'Élysée et que c'est le trio, c'est comme ça que je le perçois en lisant ton livre, une sorte de trio infernal qui est Alexis Collère, Brigitte Macron et Emmanuel Macron qui décident de tout. Et j'ai appris, tu expliques, je ne sais pas si je l'interprète mal, mais que Brigitte Macron est une sorte de ministre de la culture bis, quoi, et que Roselyne Bachelot, comme les autres, ne font rien sans en référer à Brigitte, donc à Emmanuel. Oui. D'abord, pour revenir sur le fait que je taille des costards, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai essayé de faire, et je pense que les gens le verront s'ils lisent ce livre, c'est de dire... c'est pour ça que le livre s'appelle ce que l'on ne veut pas que je vous dise, de dire la vérité, la vérité, pas de vérité absolue, de dire la réalité de ce que j'ai vécu. Et de dire, je mets la lumière sur ça, si vous trouvez que c'est désagréable, c'est pas parce que je dis les choses que c'est pas sympathique, c'est parce que vous avez fait ce que vous avez fait. Ce que je trouve incroyable aujourd'hui, c'est quand on dénonce les choses qui ont été faites, qu'on vous fait un procès, alors qu'on ne va pas dénoncer les choses qui ont été faites, qui par elles-mêmes sont pas sympathiques, sinon ça leur déplairait pas. Donc c'est pas tailler des costards, ça revient à ça au final évidemment, mais c'est parce que je mets en avant ce qu'on a voulu cacher. La deuxième chose sur la politique culturelle, en tout cas, encore plus que l'éducation aussi, puisque Brigitte Macron a été professeure de lettres et que donc il y a un dialogue évidemment entre le ministre de l'Éducation et Brigitte Macron. Mais pour revenir sur la culture, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, peut-être qu'il me reprochera de le dire, mais il y avait un conseiller d'Emmanuel Macron qui était assez intéressant quand même parce qu'il il a été en tout cas érudit, cultivé, qui était Sylvain Faure. Sylvain Faure, a été le premier à me dire, de toute façon, il n'y a pas de ministre vraiment de la culture. Emmanuel et Brigitte estiment que c'est eux la culture. Et donc, je ne sais pas si on ne se rappelle plus maintenant, mais tout de suite, il y a eu la nomination de Stéphane Bern,
qui apparaissait par l'Élysée, et qui a été annoncé par l'Élysée, et qui apparaissait même plus le ministre que Françoise Nyssen. Et donc, il y avait un dialogue régulier entre Françoise Nyssen et Brigitte Macron. Pareil, Franck Riester. C'est de toute façon, la ministre ou le ministre de la Culture doit être adoubé par Brigitte Macron. Ce qui apparaît c'est clair. Sous ta plume, c'est que ce sont des pleutres, quoi. Et on se demande pourquoi quelqu'un comme Roselyne Bachelot, qui a quand même plus de 70 piges, quel est l'intérêt pour elle en dehors des honneurs et tout, parce qu'elle n'a aucune autonomie. Enfin, Mais je pense, malheureusement, c'est ça, c'est que, homme ou femme, certaines personnes aiment les attributs du pouvoir, parce que sincèrement, je crois que c'était même elle qui avait dit cette phrase quand même. Un Premier ministre, alors je ne sais plus quel mot elle avait employé, est heureux ou content le jour où il est nommé et le jour où il part. Oui. Parce que c'est vrai que les ministres, c'est encore pire avec Emmanuel Macron, mais même avant, moi je l'ai vu, à 23 ans, je suis au cabinet de François Letard. J'avais déjà compris, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas à quel point être ministre, pour moi, n'est pas un sujet. J'avais vu à quel point, à 23 ans, un ministre n'avait pas de pouvoir. Et encore, c'était François Letard, qui était le président d'une formation politique importante. Donc, c'était les quadras à l'époque. Donc, en fait, voilà, tout le monde est prêt à tout pour garder un portefeuille. Par rapport à ce que tu m'as dit sur Roselyne Bachelot, parce que ce serait dommage de pas le dire. Tu as évoqué, moi je l'aurais pas fait, son âge, mais je vais continuer. Je me suis retrouvée avec Roselyne Bachelot sur un plateau juste avant le confinement, plateau de LCP. Roselyne Bachelot n'avait donc pas à ce moment-là publiquement montré qu'elle était Macron compatible, mais en tout cas elle montrait qu'elle soutenait la politique du gouvernement. Et on parle de la réforme des retraites, puisque, rappelle-toi, juste avant le confinement, on était en pleine réforme des retraites avec le 49.3. Et moi, j'ai évoqué le sujet des seniors et du problème du chômage des seniors, puisque on avait à l'époque Emmanuel Macron qui ne voulait pas de mesure d'âge. Il a changé d'avis, on a compris depuis, et Édouard Philippe qui lui en voulait une. Et là, je dis lors de cette interview que même Jean-Paul Delevoye, le premier, avait dit on peut parler de mesure d'âge, mais à un moment donné, il faudrait quand même qu'on n'ait pas décidé que quand, après 50 ans, de toute façon, si vous êtes viré, vous ne pouvez plus avoir de boulot. C'est un peu incompatible. Et lui, Jean-Paul Delevoye, m'avait dit qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le sujet des seniors si on veut avoir une mesure de ce type. Et on n'a rien fait depuis 3 ans. Vous savez tu sais ce que Roselyne Bachelot me répond, parce que je lui donne un exemple. Je lui dis que moi, quand j'ai monté Orange Studio, j'ai voulu recruter quelqu'un qui avait une énorme expérience professionnelle, puisque c'était quand même un studio qui était monté au sein d'un groupe de télécommunications qui n'avait jamais fait de contenu. Enfin, France Télécom. À l'époque, il n'avait jamais fait contenu et qui, grâce à Didier Lombard, décide de ce tournant un peu assez visionnaire. Mais donc, il fallait des gens qui soient compétents et qui aient de l'expérience, surtout. Donc, je voulais embaucher quelqu'un qui avait 57 ans. Et j'ai expliqué comment j'ai eu énormément de mal à le faire. J'ai réussi à le faire parce qu'on me disait il est trop vieux. Bon, je l'ai fait. Et Roselyne Bachelot m'a répondu cette phrase. Elle m'a répondu moi, je comprends les entreprises qui ne veulent pas embaucher des personnes de 57 ans. Et je me suis dit mais elle n'a pas honte quand même de dire une phrase pareille en étant sur ce plateau, en étant aujourd'hui ministre. On était sur le plateau télé. Oui. Je pensais qu'elle te le disait. Non. Elle a dit ça. Donc c'est pour ça que je dis parce que comme tu as mentionné. Son âge, je me suis dit quand même, cette déconnexion, c'est-à-dire, moi j'ai le droit de continuer à travailler, de redevenir ministre, mais en revanche on s'en fiche des autres. Le problème, enfin c'est pas le problème, mais l'intérêt du livre aussi, c'est que tu te dis, il faut vraiment que les macronistes ou les gens qui votent Emmanuel Macron lisent le bouquin, quoi. Il y a pas que lui, tu tailles aussi des costards à différentes personnes, mais là on est au cœur de la Macronie. Et je voulais te poser une question sur le rapport de Macron, parce que la déception va venir aussi très vite quand il a des déclarations très fortes sur l'audiovisuel public, qui est une honte pour nos concitoyens, etc. Mais c'est quoi l'idée de Macron, par rapport à la télé publique et à tout ça? Pourquoi quelle est la stratégie entre lui et Colère? Comment ça se passe? Pourquoi ils veulent détruire le service public? Alors sincèrement, parce que souvent aujourd'hui, j'ai même entendu des gens du service public me dire quand même, il a un petit peu bougé. De manière positive sur le service public. Je trouve ça concernant parce que, en fait, depuis le début dans la campagne, moi j'étais entre guillemets, dans ceux qui étaient censés travailler sur le programme culture, donc sur l'audiovisuel. En fait, d'ailleurs, on a pu le voir dès la nomination de Françoise Nyssen, puisque le ministre, depuis Emmanuel Macron, n'est plus ministre de la Culture et de la Communication, il est juste ministre de la Culture. La partie le mot communication a disparu. Pourquoi ? Parce que, pour Emmanuel Macron, l'audiovisuel, c'est Alexis Colère.
Et c'est Alexis Coller, pourquoi ? Parce que c'est encore plus grave. C'est Alexis Coller parce que quand il était à l'Agence des participations de l'État, il était au conseil d'administration de France Télévisions, notamment en 2011, et que donc, ça voudrait dire qu'il sait ce qu'il faut faire dans l'usage public, ce qui est hyper grave, puisque quand on sait ce qu'est un conseil d'administration d'une entreprise publique et une chambre d'enregistrement, déjà, on n'a absolument aucune expérience ni aucune connaissance. Donc, il a été décidé depuis le début que Alexis Coller était celui qui devait penser l'audiovisuel public. Donc, il n'y a pas de ministre de la Communication, il n'y a pas de secrétaire d'État, parce qu'à un moment donné, on s'était dit au moins un secrétaire d'État. Non, puisque tout est décidé par Alexis Coller à l'Élysée. Et donc, pendant la campagne et au moment du programme, tout ce qui concernait l'audiovisuel public a été, vraiment checké par lui. Et moi, j'ai essayé jusqu'au dernier moment, notamment, de faire remettre en cause une phrase dans le programme qui était le fait de vouloir décider, dès le programme, de supprimer une chaîne de télévision. Et moi, j'avais dit que, en fait, ça n'existe pas de travailler comme ça. C'est-à-dire, on fait une analyse des choses, un diagnostic, et après, on regarde ce qu'il faut faire ou pas. Et j'avais plutôt, moi, poussé à ce que ça soit une mission de 6 mois ou 8 mois ou 9 mois qui travaille sur le périmètre et les raisons de le réduire ou pas de le réduire, mais en gros, qu'on travaille quand même en partant du terrain. J'avais réussi à faire passer cette idée-là. Et la veille de la diffusion publication du rapport, du programme, qui était le 2 mars, je me souviens, du programme d'En Marche, au dernier moment, Alexis Coller a fait remettre la phrase qui préfigurait le fait qu'on supprimerait une chaîne de télévision. Alors, non, parce qu'à l'époque, on n'a même pas décidé quelle était la chaîne. Lui, ça aurait été France 2, il aurait été ravi aussi. Hein. Donc, en fait... mais pourquoi il a cette obsession ? Il a cette obsession. Des économies. Pour lui, alors d'abord, au début, ils étaient obsédés par les économies, donc tout était vu au prisme des économies, et c'est ce que je raconte. Hein. Il n'y a pas une décision qui a été prise autrement que par le prisme des économies, et je l'explique de manière assez argumentée, je pense. Mais au-delà de ça, pourquoi ils ont pu se permettre de n'avoir que ce prisme-là ? C'est bien parce que, au plus haut niveau, Emmanuel Macron et Alexis Coller, ils n'avaient pas effectivement une envie de service public fort. Sinon, derrière, on ne peut pas faire ça. Donc, pour Alexis Coller, profondément, les gens qui regardent la télévision, il estime que ce pas des gens très intelligents. D'ailleurs, c'est Delphine Ernotte qui m'avait raconté cette anecdote quand elle a vu une discussion avec lui. Actionnaire au conseil d'administration de Suez, tout en étant... Oui, voilà. La gouvernance de France Télévisions, c'est une catastrophe. Et Delphine Ernotte, effectivement, membre du conseil d'administration de Suez en même temps. Bon, tout ça, c'est aussi dans le livre. Mais elle discute avec Alexis Coller et pour l'amener à renforcer le service public, elle lui dit qu'il y a beaucoup de gens qui votent Front National qui regardent la télévision, et notamment France 3, etc. Et la réponse d'Alexis Coller, elle n'a pas du tout été celle qu'elle pensait. Elle lui a dit, en gros, vous voyez... Je ne sais pas s'il lui a répondu exactement ça, mais c'est les cons qui regardent la télé, donc en gros... Voilà. Pour lui, la télévision, c'est PBS, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose de très culturel. Il a remis en cause le divertissement. Il y a du divertissement qui est intéressant. L'idée, c'est pas de faire du divertissement comme les chaînes éventuellement privées, mais le divertissement intelligent, c'est aussi de l'apprentissage. Donc, c'est une volonté de réduire profondément le champ du service public parce qu'il estime que ça sert à rien. Alors, on voit apparaître dans cet univers de la culture et de la télévision deux personnages. À l'époque, ils étaient moins connus qu'aujourd'hui. C'est Gabriel Attal et Aurore Berger, les Underwood Junior, comme tu les appelles. Exactement. Et c'est quoi leur rôle? Ils sont d'un cynisme total. Leur rôle, oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Alors, pourquoi j'ai dit Underwood Junior? Prêt à tout. Donc en fait, pour montrer à quel point ils sont là pour exécuter les instructions qui ont été données par Emmanuel Macron, que ça soit pertinent, que ça ne le soit pas. Et prêt à tout, ça veut dire vraiment à écraser les autres, quoi, et à se conduire de manière absolument... tous ceux qui ont vu House of Cards... Alors après, c'est vrai qu'ils peuvent être contents que je les ai comparés...
puisque peut-être qu'ils se voient aussi président et président de la République tous les deux, puisque dans House of Cards, c'est ce qui arrive au couple Underwood. Mais c'était pour montrer que, pour tous ceux qui ont vu House of Cards, c'est des méthodes de cynisme. Total. Mais il y en a un qui est quand même un empereur en matière de cynisme sous ta plume, c'est Édouard Philippe. Et donc, tu racontes qu'il ne regarde jamais les gens en face. En fait, j'ai remarqué que lui et celui qui faisait aussi ça, c'était Gérard Collomb. C'est pas qu'il les regarde pas en face, quand il veut systématiquement. Quand il veut se payer quelqu'un, il regarde la personne qui est à côté, et parce qu'il regarde pas la personne dont il parle en face, parce qu'il ne lui parle qu'indirectement. C'est-à-dire qu'il va pas dire Frédéric Dumas ceci, etc. Il va dire les personnes qui. Et il ne vous regarde pas, mais il regarde juste la personne qui est à côté. Et vous savez évidemment que c'est vous, puisque ce qu'il met en avant, c'est que des choses qui vous concernent. Parce que là, tu avais fait un rapport, en défense, on va dire, du service public, où tu t'inspirais de ce qui se passait dans les télévisions étrangères. Et lui tu racontes sous sa plume, donc il y a Gabriel Attal, Aurore Berger qui sont là, et tu dis que Édouard Philippe démarre très fort, sans te regarder. Il ne le regarde jamais en face lorsqu'il a quelqu'un dans le viseur, en nous accueillant par ces mots. Pour commencer, les exemples étrangers, on s'en fout. Tu dis, je prends l'hypercute en direct, etc. Parce que là, tu te dis, tu vas le cœur léger en te disant, j'ai bien travaillé, ils vont comprendre que je sais des choses sur la télé et tout. Et là, le mec Mais c'est encore pire que ça, parce que j'y vais le cœur léger pour deux autres raisons. C'est que j'ai eu à la fois ce rapport, comme je suis loyale, je l'ai évidemment remis à Matignon, à l'Élysée, avant. Donc, ils l'ont tous lu, j'ai été reçue. Matignon et Élysée m'ont tous dit que mon travail était absolument incroyable, remarquable. Bref, ils m'ont fait des compliments de tous les côtés, qu'ils n'avaient pas eu, le temps de faire ce travail. Donc, c'est intéressant pour des gens qui vont réformer, qui vous disent qu'eux, ils n'ont pas eu le temps de faire ce travail. Et ils m'ont dit donc... même à l'Élysée, on m'a dit, tu vas voir effectivement une mission sur le sujet. Et j'ai Françoise Nyssen qui m'appelle quand même le dimanche matin pour me dire, Frédéric, est-ce que tu veux qu'on mette en avant de ton rapport ? Et en fait, quand j'arrive à ce petit déjeuner qui a lieu avant la conférence de presse, là, on me met au bout de la table. Donc, je comprends que je ne suis pas du tout... et Édouard Philippe met en face de lui le couple... Underwood Jr., Aurore Berger et Gabriel Attal, et c'est là qu'il balance son truc. Or, moi, effectivement, comme je savais qu'il voulait supprimer une chaîne, éventuellement comme la chaîne pour enfants, j'avais pris l'exemple de la BBC pour montrer qu'elle en avait même deux. Donc, quand il sort son scud dès le départ en disant « les exemples étrangers, on s'en fout », je sais exactement que c'est mon rapport qui est visé. Et en fait, il vise dans mon rapport tout ce qui, j'allais dire... rend le fait qu'après, si moi, je vais dans la presse dire quelque chose, je deviens une frondeuse. Puisqu'il dit, effectivement, les exemples étrangers, on s'en fout. Le financement, l'histoire de la redevance, ça, c'est très, très loin. La gouvernance, il m'explique une fois que c'est aux entreprises de se débrouiller. Donc, je vois que la moitié de mon rapport est invalidé par lui sans vraiment le dire, et que donc, je ne peux plus rien dire. Et je m'aperçois qu'ils ont organisé le fait de me faire croire que je pourrais travailler et qu'on pourra travailler correctement pour renforcer le service public, mais qu'en fait, c'était pour m'empêcher de faire fuiter ce rapport avant, pour qu'après, si je le faisais, je passais pour une frondeuse. Ouais. Mais d'ailleurs, Gabriel Attal, tu te rends compte que tous ces gens-là, en fait, sont des ectoplasmes, quoi. Ils sont là au service de leur maître. Ils veulent absolument. Il y a aucune. Je pense que tout le monde l'a vu quand même. Oui, je sais, on l'a compris. Mais décrit par toi, c'est plutôt pas mal. Et je vais te lire page 50. Là, il y a un truc que je l'ai coché parce que tu parles encore d'Édouard Philippe et tu dis pas étonnant qu'au moment où il fera la promotion de son livre qu'il a écrit avec Boyer en 2021, il ne dit jamais franchement s'il soutient Emmanuel Macron ou pas, qu'il finisse par créer son propre parti Horizon avec l'illusion de pouvoir peser. Édouard Philippe n'est pas un vrai courageux, il est davantage orgueilleux. Il se cache derrière une inflexibilité doublée d'un flegme qui est en fait une réelle indifférence à l'autre, celui qui ne lui ressemble pas ou ne cède pas à sa volonté, quoi. Donc, Oui, parce que je trouve qu'effectivement, souvent, Édouard Philippe peut paraître à certaines personnes sympathiques parce que, il est intelligent, il a des petites blagues, il parle bien, il a ce flegme britannique, effectivement. Mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement cynique et d'extrêmement indifférent. Et moi, je l'avais vécu dans d'autres circonstances, même avant qu'il soit Premier ministre. Je me souviens, par exemple, j'avais été invitée au cinéma alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Livre et Cinéma, au Havre. Et donc, ce jour-là, c'était après les
les attentats, Charlie Hebdo. Et il y avait donc il y avait souvent des discussions sur les caricaturistes. Et moi, en tant que directrice générale d'Orange Studio, j'avais coproduit un film documentaire produit par Radio Meragliano, qui a réalisé le concert, et Plantu. Ça s'appelait Les Fantassins de la Liberté, c'est les caricaturistes dans le monde entier. Et donc, voilà, on parlait de ce sujet-là, et Édouard Philippe vient à cette table ronde, et il y a une jeune auteure, vraiment, qui est très très jeune, et qui, à un moment donné, évoque la sincérité en politique. Elle dit que c'est important, la sincérité, important, la sincérité. Mais il l'a massacré, en lui expliquant que la sincérité n'avait aucun intérêt. Il était peut-être sincère à ce moment-là. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que lui-même, d'abord, a été extrêmement déplaisant avec cette jeune femme qui était terrorisée, parce que c'était quand même Édouard Philippe. Il n'était pas le Premier ministre, mais il était important à l'époque. Il était déjà, je pense que à cette époque-là, il y avait Juppé, tout ça, maire du Havre. Donc elle, elle était terrorisée. Et il faisait l'apologie du fait qu'il ne fallait pas être sincère. D'ailleurs, ça ne servait à rien, en tout cas. Tu as vu la série de son copain de gauche là, qui fait les films, Édouard, mon pote de droite, quoi. Ouais. Mais on se dit, ce pote de gauche, il s'est vraiment fait avoir, parce que ses films, c'est de la guimauve, quoi. Il est là pour brosser le portrait d'un type cool, gentil, etc. Exactement. Et c'est tout l'inverse, quoi. C'est tout l'inverse. C'est une entreprise. Mais d'ailleurs, les films passent sur le service public, et il a gagné ses galons auprès de l'opinion grâce à ces documentaires qui sont, à mes yeux, assez honteux, quoi, quand tu connais vraiment le personnage, quoi. Oui, et en plus, c'est un phénomène un peu français, ceci dit, c'est que il rentre dans le confinement avec une image terrible avec la réforme des retraites, les gilets jaunes, la réforme des retraites. Et le 49.3, sachant que ça, c'est son fait à lui. Donc il rentre avec ça, et il ressort positif. Pourquoi ? Parce qu'il a été chargé du déconfinement. Et là, à l'époque, Emmanuel Macron, je pense, s'était dit, ça va se planter. Moi, je dirais que c'est mon Premier ministre. Ça s'est pas planté. Et en France, quand quelqu'un part, il devient sympathique. Parce que Édouard Philippe serait resté, il n'aurait jamais cette cote de popularité. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'est à quel point effectivement, cette personne est cynique, déconnectée des réalités et très cynique. D'ailleurs, tu dis, page 63, tu dis l'expérience, la compétence ne pèsent rien en Macronie, quoi. Qu'est-ce qui pèse en Macronie ? Comment on arrive à grimper ? Disons que déjà, c'est un peu le cas en politique en général. C'est pas obligatoirement les gens qui travaillent ou qui sont compétents qui montent, parce qu'effectivement, on demande autre chose. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que là, c'est, j'allais dire presque à 100%. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, la nomination de Gabriel Attal, par exemple, a été la preuve de tout ça. Quand on est, comme Gabriel Attal, aussi cynique, aussi capable de vendre père et mère pour arriver, et qu'on est nommé secrétaire d'État, ça veut bien dire que Emmanuel Macron a totalement abandonné sa promesse. Et au début du livre, je rappelle ce que Emmanuel Macron, ou je ne sais plus si c'est au début... Dans Révolution, tu cites. Oui, ou ce que Emmanuel Macron avait promis dans Révolution. On se dit que on est très très loin. Il souhaite que les gens soient serviles. C'est tout. Et il y en a un autre là qui est Colère, quoi. Alexis Colère, c'est le deuxième personnage du livre. Tu décris un moment, tu dis Alexis Colère, un homme seul dans son bureau qui, sans avoir pris connaissance de la pertinence de sa décision sur le terrain, passe donc un coup de fil pour que soit annoncé ce qui est à la fois absurde et délétère, pour faire moderne, entre guillemets. Parce qu'au passage, il a cru que jeunesse signifiait adolescence et que chaque Français avait un accès à l'Internet à haut débit. Ou plutôt parce qu'il sait parfaitement les fractures numériques, mais que cela reste virtuel pour lui et ne participe donc pas du ressort de sa décision. S'il y avait une raison d'être au service public de l'audiovisuel, c'est bien l'existence et le renforcement d'une chaîne pour enfants sans publicité, car la publicité à destination des enfants est interdite sur le service public et accessible à toutes et à tous, à côté d'une chaîne privée pour enfants, etc., etc. Tu montres là, à quel point le type est complètement déconnecté, qu'il n'en a rien à foutre de rien, et que mais j'arrive pas à comprendre comment et pourquoi il fonctionne comme ça. Tu peux un peu raconter Alors, c'est vrai que c'est deux questions différentes, pourquoi il fonctionne comme ça, mais donc avant de parler de pourquoi il fonctionne comme ça, juste sur le sujet,
Ce qu'on va annoncer, ce que le gouvernement va annoncer après ce petit déjeuner en conférence de presse, c'est uniquement qu'il va y avoir une concertation sur les offres de télévision, parce qu'ils ont reporté les décisions budgétaires au mois de juillet en se disant qu'il fallait passer le Tour de France et qu'il n'y ait pas de grève. Voilà. Donc, Édouard Philippe est très content de lui, parce que personne n'aura de prise, puisqu'on va juste annoncer qu'il y a une concertation sur la télévision. Et normalement, donc, il ne doit pas y avoir d'annonce précise, notamment de suppression de chaînes. Et c'est vrai que Alexis Collère s'est dit, c'est vrai que c'était un peu nul ces annonces, il n'y avait pas grand-chose, donc lui s'est dit, tiens, et c'est la réalité, Françoise Nyssen nous annonce que, c'est après le petit déjeuner, puisque nous on l'a appris après le petit déjeuner, puisqu'Édouard Philippe ne nous l'a pas dit, que Alexis Collère a passé ce coup de fil pour demander que France 4, la chaîne pour enfants, passe sur soit uniquement disponible sur Internet, sur le numérique, et qu'il n'y ait plus de linéaire, parce qu'effectivement, pourquoi je dis pour faire moderne ? Parce que comme il avait vu jeunesse, il croyait que c'était les jeunes adultes, il estime que les jeunes adultes ne regardent pas la télévision, donc on fait moderne. Ils ne se rendent même pas compte que c'est une chaîne pour enfants, c'est pour dire quand même. Ils ne se rendent pas compte, même Gabriel Attal, ils ne se rendent pas compte que c'est une chaîne pour enfants, et que, effectivement, tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que s'il y a une raison d'être du service public, c'est de garder une chaîne pour enfants. Et d'ailleurs, elle a été maintenue au bout d'un moment. À cause du Covid aussi. Oui, mais ça veut dire qu'il faut les gilets jaunes, il faut le Covid, il faut des événements extérieurs. Parce que là, tu décris, d'ailleurs, et c'est forcément la vérité, puisqu'il y a des détails et tout, que le type donc, qui décide de supprimer France 4, il ne s'est même pas renseigné sur ce qu'était France 4. Il pensait que c'était une chaîne pour ados, alors que c'est une chaîne pour enfants. On en est là, quoi. On en est là parce que, pour revenir à ce qui se passe dans leur tête, moi je pense que ce sont effectivement des personnes, j'allais dire, intellectuellement intelligentes, très conceptuelles, donc qui ont un problème réel de lien entre le concept et la réalité. Donc, et la deuxième chose, c'est que ils sont déconnectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déconnectés. Donc, quand ils énoncent un concept, ils sont convaincus que de toute façon, ils sont plus intelligents que tout le monde. Mais ça, ils en sont profondément convaincus. Le lien avec la réalité, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas ce logiciel de le faire. Donc, en fait, ils ne vont même pas imaginer qu'il y a un problème. Et moi, c'est pour ça que les deux illustrations que j'essaye de faire, d'utiliser pour qu'on comprenne, c'est que ce soit Alexis Collère, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, ce sont comme des algorithmes. Un algorithme, c'est brillant, un algorithme, parce que ça peut apprendre une encyclopédie par cœur. Donc, j'allais dire, en termes de déploiement, de prouesse intellectuelle, c'est assez impressionnant. En revanche, s'il n'y a pas de modération humaine sur un algorithme, la plupart du temps, il ne sera pas pertinent. Parce qu'il va aboutir à soit une solution qui n'est pas très intéressante, soit qui est déconnectée de la réalité. Et eux, ils ont ce problème-là. Ils sont déconnectés, donc ils ne peuvent pas produire quelque chose d'intéressant ou avoir de l'imagination parce qu'ils sont purement j'appelle ça comme une matrice. Je l'avais dit quand on avait fait la dernière interview, j'avais comparé à Matrix. Vous ne parlez pas à un programme informatique. Il ne peut pas entendre le programme informatique. Mais ce que tu décris, puisque ce sont pas des programmes informatiques, ce sont quand même des êtres humains, oui. Mais tu décris une forme de folie, quoi, de folie qui est à la limite de la psychiatrie. Et ça me fait penser d'ailleurs j'ai fait un édito en début de semaine, et j'ai découvert ce livre de Freud qu'il a écrit avec un ambassadeur sur le président américain Woodrow Wilson, où le Freud explique que le type est fou, et il décrit la folie qui va amener d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc tu penses aussi qu'il y a une forme de folie chez ces deux personnages, Macron et Collère, sans être... Le problème, c'est de mettre des mots, de définir cliniquement les choses. Mais pour essayer de le définir, c'est vrai que c'est une caractéristique, j'allais dire... ce qui est compliqué, folie, est-ce que c'est une notion psychiatrique ? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ils ont une incapacité, donc ça c'est une forme... c'est très compliqué de mettre les mots, parce qu'après c'est ça qui est instrumentalisé et déformé. On dira Frédéric, en plus on dit suffisamment de choses, dans le livre il y a suffisamment de choses qui servent à l'instrumentalisation, mais c'est pour dire qu'effectivement il y a une incapacité. Donc, psychanalytiquement, il y a une incapacité à ressentir les choses et donc à les comprendre. On avait dit aussi, alors après, si, parce qu'ils ont une affectivité ou une sensibilité, mais à eux-mêmes. Ils ont du mal avec les compétences sociales, voilà. C'est-à-dire que pour pouvoir
comprendre les situations et les gens, il faut avoir un minimum de compétences sociales. Et ces compétences sociales, ils ne les ont pas. Ils n'ont que des compétences intellectuelles. Et donc, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas de sensibilité à quelque chose qui va leur permettre de transcender. On peut faire tous les raisonnements intellectuels qu'on veut. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose, une forme d'intuition, une forme de sensibilité à l'autre, qui va vous faire prendre les bonnes décisions. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas ça. Donc, cliniquement, je suis sûre qu'on pourra le qualifier. Moi, je ne veux pas le qualifier, mais il manque quelque chose. Je ne sais plus, quelqu'un avait dit Giscard, c'est un bel insecte, mais il n'a pas d'antenne. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'anticiper. Ils sont tout le temps en réaction et ils pensent que c'est très intelligent parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que ça ne va pas. Et ils sont repartis pour un second tour, là, si on les laisse. Il nous reste peu de jours. Alors, c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas complètement rationnel, même si maintenant j'arrive à le rationaliser plus on approche du premier et du second tour, mais j'ai toujours eu l'intuition profonde que, et je le dis plusieurs fois, donc je le redis encore aujourd'hui, qu'il y a comme quelqu'un qui rate quand même la dernière marche. Je pense que... Moi, je l'ai dit à Emmanuel Macron depuis le début, qui faisait un pari, depuis le début, en tout cas depuis que je suis partie. Je vais avoir écrit vers décembre 2018, janvier 2019, quand il était omnubilé par les nationalistes contre progressistes. Après, il a mis vaccinés contre non-vaccinés. Quand il s'est mis à polariser pour pouvoir faire le score le plus fort au premier tour, en renonçant évidemment à réconcilier et en clivant pour être sûr d'être au second tour et de gagner face à Marine Le Pen. Puisque c'était effectivement ça qui était sa stratégie depuis le début et qu'il a fait de manière... puisque enfin, il ne change jamais. Hein. Quand il nous dit « je change », on voit qu'à chaque fois, il continue toujours plus vite et plus fort. C'est son mot, à chaque fois, plus vite, plus fort. Il dit juste « les gens n'ont pas très bien compris, donc je vais trouver un moyen de leur faire comprendre », mais il ne change pas de stratégie. Et moi, je lui avais dit « tu fais une partie de poker avec les Français ». Donc c'est vrai que son pari peut le remporter, comme il en a remporté beaucoup, et qui peut se retrouver donc élu. Mais c'est quand reste une partie de poker, et c'est hyper grave de faire ça. Quand on dit, par exemple, j'ai entendu des gens dire qu'au second tour, ceux qui n'iraient pas, par exemple, voter pour Emmanuel Macron, si jamais il y a un candidat qui fait peur aux uns et aux autres au second tour, ça sera de la faute de ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Mais moi, je dis, et j'assume de dire que c'est Emmanuel Macron qui nous amène à là où on ne veut pas aller. Si je reprends ta métaphore du poker, c'est que c'est un type qui bluffe en permanence. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jeu. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est même, j'allais dire, je trouve que c'est pire, puisque c'est aussi un des sujets énormes du livre et qui tient à cœur à toi, puisque tu le fais souvent dans tes émissions et avec tes invités. C'est ce manque d'exemplarité. C'est-à-dire, de toute façon, avant... Soit effectivement, les choses font qu'il ne passe pas le second tour, soit il le passe, mais derrière, ça sera terrible, parce que de toute façon, à un moment donné, tout va ressortir. Et en termes d'exemplarité, c'est une catastrophe. Déjà là, ça commence avec McKinsey et son patrimoine. Tout ça. Donc, c'est vrai qu'il a cette capacité à passer. Et je pense que c'est ce qu'il perd aussi. À un moment donné, on ne va pas obligatoirement le dire, mais quand je fais le parallèle avec The Artist, le film, et par rapport au second film de Michel Hazanavicius, je dis que, voilà, à un moment donné, comme le dernier but qui est marqué à la fin, à quelques minutes de la fin du match, ou qui n'est pas marqué. Il y a ce côté-là quand même, Emmanuel Macron. Ouais. Le parallèle, c'est parce que Michel... j'arrive pas à dire son nom. Enfin, le réalisateur de The Artist va te proposer un film qui s'appelle The Search, et que ce film est raté, quoi. Et que toi, tu refuses de le financer, il y a une engueulade, après, il viendra un peu s'excuser, etc. On va en parler aussi. Mais je voudrais rester sur Macron parce que il y a un truc où j'ai mal lu, ou alors tu parles... Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que tu vas avoir des échanges quasi permanents avec lui par SMS tu vas rester pendant un peu plus d'1 an député de La République En Marche, et par loyauté, tu dis, chaque fois que tu n'es pas d'accord ou que tu as une idée, tu lui envoies, et il te répond, etc. Et quand tu décides de quitter La République En Marche pour aller, pour sortir de cette prison mentale, vous avez un échange, et tu dis que cet échange est complètement puéril, c'est-à-dire qu'il va te répondre, mais tu dis pas pourquoi c'est puéril. Qu'est-ce qu'il y avait de puéril dans cet échange avec lui ?
Parce qu'on a l'impression que c'est un gamin, quoi, quand tu dis puéril. Oui, alors d'abord, on avait des échanges, j'allais dire, moi je lui disais tout ce que je pensais et il répondait une fois sur 10. Je dis pas qu'il me répondait tout le temps, hein, mais il me répondait de temps en temps. Et donc c'était régulier. Puis je pense qu'il y avait quand même, je le dis dans le livre, une forme de confiance. Donc c'est aussi une déception parce que je pense qu'il y avait des moments, il m'a 2 fois, il a fait un arbitrage en ma faveur, dont le premier contre Gabriel Attal. Donc mais réellement, je le raconte aussi dans le livre, Alexis Collère a joué un jeu terrifiant parce que je pense que sinon j'aurais pu gagner, entre guillemets, gagner pas à titre personnel, mais j'aurais pu faire avancer des sujets intéressants s'il n'avait eu que lui, donc à sa décharge. Mais effectivement, quand je dis puéril, parce que je l'ai pas écrit parce que on m'a dit aussi que ça pouvait être attaqué en diffamation quand échangeait. Mais je te demande pas les mots, mais qu'est-ce qu'il y a de puéril dans cet échange? Parce que à ce moment-là, comme j'avais expliqué que non seulement je quittais, moi ce que je voulais dire que je quittais, mais que je n'arrêtais pas la politique parce que sinon tout le monde s'en fiche. Dans ces cas-là, elle est partie, on n'en a rien à faire. Donc, à l'époque, moi, j'étais intéressée par Xavier Bertrand parce que je trouvais qu'il avait été élu avec des voix de droite et de gauche. Et il avait fait, dans la région Hauts-de-France, il avait vraiment fait quelque chose sur l'audiovisuel et la culture de très intéressant, à la différence de Valérie Pécresse. Voilà, donc je le trouvais intéressant. Et donc, moi, j'avais rejoint son laboratoire d'idées. Pour la présidentielle. En disant, oui, à l'époque... non, il n'était pas encore candidat. Il n'était pas encore, mais en disant, peut-être qu'il y a un endroit intéressant. Puis après, j'ai quitté parce que c'est tellement allé à droite et n'importe quoi que c'était même pas la peine. Pourquoi moi, je pouvais pas rester. Mais à ce moment-là, il le comprend, Emmanuel Macron, puisque c'est dans mon interview du Parisien au moment de mon départ. Et c'est par rapport il m'a dit un truc du genre, il veut ma place, quoi. J'ai trouvé que c'était... Qui, Bertrand? Oui, en gros, c'est parce que, voilà, il estimait qu'il pouvait encore me faire confiance et qu'on pouvait se reparler. Je lui ai dit, bien sûr, mais en gros, je lui fais comprendre que ça dépend de lui. C'est-à-dire que je pars là, parce que quand je suis partie en septembre 2018, j'ai dit que je quittais le groupe En Marche, mais que je restais encore fidèle à Emmanuel Macron en pensant qu'il allait bouger des choses. Et bien sûr, j'ai changé 3 mois après avec les Gilets jaunes. Je vais te lire là, si tu veux bien, parce que c'est exactement ce que tu dis. Emmanuel Macron ne prend pas mal mes messages, mes éventuelles critiques. Voilà. Donc là, on est en septembre 2018, quand tu quittes La République En Marche. C'était une des premières à les lâcher. Vous êtes 2, je crois. On est 2, voilà, tout à fait. C'est qui la seconde ou le second? C'est Jean-Michel Clément, parce que lui, il n'avait pas voté le budget, donc il s'est fait jeter. Dégagé, ouais. C'est ce qui me fait dire, alors, je quitte le groupe En Marche, mais je ne quitte pas Emmanuel Macron. J'aime encore chez Emmanuel Macron ce que je pense être de l'ouverture intellectuelle. Je comprendrai bien trop tard que c'est une manière de continuer à séduire sans ne serait-ce qu'écouter et encore moins entendre. Cela revient finalement à traiter le message et le messager avec le même calcul froid. Les députés sont des pions sur lesquels ils comptent pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, car ils ont été élus grâce à lui. Donc, ce que ces derniers peuvent dire n'a aucune importance pour lui. Derrière une apparente tolérance se cache en réalité une totale indifférence. C'est ce que tu... Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, fidèle à moi-même, entre guillemets, je lui dis oui, tu peux me faire confiance si toi, de ton côté, tu respectes un certain nombre de choses. Et voilà, ce que je trouvais puéril, c'était le côté oui, David Bertrand, la seule chose qu'il veut, c'est il veut ma place. J'avais trouvé que ça faisait un peu cours d'école. Il y a un truc que tu dis, alors je voudrais que tu t'expliques là-dessus, parce que j'y avais pas pensé, moi. Tu dis que Emmanuel Macron, contrairement à l'image qu'il donne, etc., il est obsédé par les élections. Ouais. C'est-à-dire qu'il pense à ça tout le temps. Ben oui, puisque... Et il met en place des stratagèmes pour les gagner. Voilà. C'est un peu... L'idée d'un livre, c'était justement pour étayer ce genre de... J'allais dire, on pourrait me dire que c'est une opinion, un jugement. Ce que j'ai trouvé important tout au long du livre, c'est de montrer que l'objectif était électoral et pas sanitaire, par exemple. Donc, à chaque fois, on voit bien que son seul objectif, c'est comment je conforte mon noyau, mon socle, pour pouvoir passer le premier tour. Donc, avec les Gilets jaunes, c'est ce qu'il fait. Oui, mais s'il était obsédé par ces élections, etc., pourquoi il va au ski quand il y a les mouvements des Gilets jaunes? Pourquoi il se comporte si mal? Est-ce que c'est parce qu'il a un profond dédain et qu'il n'a pas compris que c'était une vraie révolte populaire? Ou s'il est obsédé par les élections, c'est pas une... Non, parce que d'abord, les deux sont pas compatibles. Il y a une forme d'obsession des élections et une forme d'immaturité. On voit bien quand même, il y a des impulsivités et des immaturités, et des indifférences. À ce moment-là,
quand il fait ça, ça reste électoral, puisque au début, le mouvement des Gilets jaunes va être populaire. Ensuite, quand il va y avoir effectivement de plus en plus de violence, il y a une partie du mouvement qui ne va plus du tout être populaire. Et quand il part au ski, c'est au moment où il a acquis ce qu'il voulait, c'est-à-dire que le vote LR qu'il n'avait pas du tout acquis jusque-là, les LR se sont déplacés, c'est pour ça qu'il va gagner les européennes. Donc en fait, lui, je veux dire, il ne s'adresse qu'à son socle. Donc lui, les Gilets jaunes, il s'en fiche à ce moment-là. C'est plus intéressant, je vais au ski. Mais là, ce qui est hyper grave, le moment où il va au ski, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est que c'est censé être le dernier week-end des Gilets jaunes, puisque lui, il est censé juste après annoncer un certain nombre de choses. Donc on sait que ce week-end-là, il est possible qu'il y ait quand même des violences importantes, puisque c'est le dernier acte. Et lui, il part au ski. Donc ça prouve à quel point il y a les trois choses. Immaturité, déconnexion, et de toute façon, il sait qu'électoralement, mais alors là, franchement, au contraire, c'est comme vacciné contre non-vacciné. Plus il en rajoutait sur les non-vaccinés, et plus il savait qu'il rendait son socle, en tout cas, content un certain nombre de gens. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas qu'il essaye pas de plaire à tout le monde. Il essaye plus de plaire à tout le monde. À un moment donné, je sais plus à quel moment il a dit, et je le dis dans le livre, quand on a perdu, quand la défiance est installée, c'est irrémédiable. Donc ça, il le sait. Donc en gros, après, il ne cherche plus à faire plaisir à l'ensemble des Français. Donc dans ton livre, tu fais des flashbacks, et puis on va rentrer dans la partie cinéma, je voudrais t'en dire quelques mots, mais tu tailles vers la page 130, tu parles de François Bayrou, puisque tu as été un moment séduite aussi par le personnage, tu étais à ses côtés. Alors tu décris un type qui est paresseux, mégalo, aujourd'hui c'est l'actuel commissaire au plan, hein, tu te dis, et le mec qui ne travaille pas, il n'est pas loyal, il est servile, et tu racontes, peut-être tu peux le raconter, ce moment où... Il est devenu servile, parce qu'à cette époque-là, c'était lui qui avait quand même dit... parce qu'il n'a pas cette image-là. Oui. Mais donc, tu racontes que toi, d'ailleurs, c'est au moment où tu produis, je ne sais plus quel film, tu dois aller à No Man's Land, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger au même moment. Ouais, puisque tu es à Orange, et puis tu... Non, là, je suis productrice indépendante. Oui, c'est ça, c'est Noé. C'est Noé Production, on en parlera après. Et donc là, toi, tu bosses pour Bayrou, tu fais son clip de campagne et tout, tu prépares un gros rapport pour lui expliquer, parce qu'il n'est pas très au fait de ce que sont les droits d'auteur, de comment sont payés les réalisateurs, etc. Et exténué, tu lui amènes tout ça, et lui t'envoie un peu balader. Et puis, il y a ce moment, un grand moment de solitude, où il doit parler devant des professionnels. Et la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que vous êtes favorable aux droits d'auteur ou au copyright, quoi. Et là, le mec est largué. Là. Ben oui, parce que, en fait, sur le côté servile, je ne dirais pas qu'à cette époque-là, il l'était, puisqu'au contraire, moi, j'ai aimé cette campagne, c'était 2002, c'est pas celle de 2007, où, en fait, c'est là où il est venu en face au moment de l'UMP, là, c'est lui, je crois que c'est passé à Toulouse, il est venu en face de l'UMP dire quand on pense tous la même chose, on pense plus, ça veut dire qu'on pense plus, et qu'on a créé la nouvelle UDF. À ce moment-là, il n'est pas servile. Mais à ce moment-là, il est déjà effectivement, il a une prétention assez importante. Il a surtout, il a le melon, quoi. Il a le melon et surtout, il bosse pas. Parce que, comme il est intelligent et c'est un peu le premier de classe qui passe ses examens sans vraiment les réviser. Donc, il se dit, je passerai toujours entre les gouttes et je me débrouillerai toujours par mon intelligence. Donc, ce jour-là, c'est terrible, c'est un dimanche. Effectivement, j'ai eu l'Oscar dans la nuit. J'ai fini à 4h du matin parce qu'on montait son clip de campagne. J'ai pas pu aller à Los Angeles pour récupérer mon Oscar, ce qui est vraiment mon Oscar, puisque quand c'est l'Oscar du meilleur film étranger, c'est le producteur. Donc c'est mon associé qui est allé. Et j'ai dû pondre une note parce que, effectivement, le dimanche, l'ARP, l'Association des réalisateurs et producteurs, puisqu'on est en pleine campagne de 2002, a organisé une séance avec tous les candidats à la présidentielle pour parler de culture. Donc moi, en plus, je me lève à 7h du matin pour lui pondre une note, parce que c'est compliqué, effectivement, le droit d'auteur, propriété intellectuelle, tout ça. Donc je lui fais une note, je vais lui apporter la note pour qu'il la lise. Il me fait, oui, genre en gros, j'ai autre chose à faire. Et il la lit en vitesse, au dernier moment. Là, je vois qu'il commence à paniquer, parce qu'il s'aperçoit quand même que même quand tu es doué, tu dois quand même un peu prendre le temps de travailler. Tu qui travaille beaucoup, tu le sais. Et effectivement, quand il va être devant l'auditoire et qu'il a cette question-là, il sèche. Et heureusement, je suis au premier rang pour lui souffler. Mais tout le monde voit quand même que ça ne va pas du tout. Et lui, il est très content de lui. Il sort en disant, c'est quoi tous ces gens et pourquoi tu le lâches, pédants, etc. Moi, je l'ai lâché parce que...
là, en plus, ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est pour les mêmes raisons qu'Emmanuel Macron, et qui peut paraître naïf, c'est que toutes ces personnes qui parlent de bienveillance, d'humanisme, de rassembler, et qui au final sont absolument odieux et n'en ont rien à faire des gens, moi j'ai du mal. On peut critiquer d'autres responsables politiques pour lesquels je ne vote pas, mais on voit qu'ils y sont, ils ne cachent pas. Tandis que là, c'est des vrais imposteurs. Parce qu'ils donnent le sentiment d'être autre chose, et derrière, c'est le cynisme et l'indifférence. Et donc, ça s'est accumulé comme ça aussi avec François Bayrou, pour les mêmes raisons, plus le fait il était effectivement pas un défenseur du tout de la propriété intellectuelle. Quand on est productrice, c'est compliqué. Et donc, toi, pendant 15 années, tu vas être productrice, et il y a un drame un peu, quand même, c'est la fin de Noé, ta maison de production, où là, d'ailleurs, c'est des pages qui sont très touchantes, parce que tu vas te heurter à un monde d'hommes. Tu tailles des croupières. D'ailleurs, un type que j'aime énormément, moi, c'est Alain Degreffe. J'aime beaucoup Alain, mais ou Alain, je sais pas trop. Pas tellement Alain, mais c'est plus Lescure et Oliven. Parce qu'Alain, je l'ai quand même sauvé quand même dans le livre. Parce que parce que tu t'affrontes à Canal pour l'histoire des droits télé, de la chronologie des médias, etc. Ouais. Enfin, ce serait compliqué de rentrer dans les détails, mais tu vas à chaque fois te battre un peu pour le service public et puis pour les réalisateurs, etc. Et puis tu t'affrontes à ces types qui te traitent très très mal quand même. En fait, c'est vrai que comme j'étais présidente des syndicats à l'époque, du fameux BLIC, qui était l'organisme qui réunissait tous les syndicats du cinéma, quand TPS est arrivé, il fallait passer. Il y a eu la guerre entre Canal et TPS. Et c'est vrai que je dis pas trop de mal. J'aime beaucoup Alain Degreffe et c'est lui qui a fait l'esprit Canal. Mais c'est juste parce qu'il a dit qu'il allait lâcher, parce qu'il dit qu'il lâche, comme j'ai fait Doberman, qu'il allait lâcher. Tu avais produit Doberman. Il y a le personnage de Christiani. Exactement. J'ai vu Doberman, je me souvenais de ça. Il dit on va te faire. Voilà. Mais de la part d'Alain, il y avait quand même une forme de jeu et d'humour. Le pire, c'est vraiment Pierre Lescure, effectivement, qui s'est extrêmement mal conduit à ce moment-là. Et effectivement, j'ai dû me battre pour entre guillemets pour protéger des combats d'intérêt général. Et quand à l'époque on se met contre Canal. Alors qu'en plus, moi, j'avais des accords avec eux. Si j'avais voulu garder, j'allais dire, mes petits intérêts personnels, il n'y avait pas de problème. J'avais cet accord avec Studio Canal qui me permettait de développer des films. Mais là, je me suis mis effectivement contre eux. À l'époque, le poids moral et le poids financier de Canal faisaient que, après, vous ne pouvez plus travailler. Tu racontes une scène très bien décrite, d'ailleurs, à Cannes, où tu as une copine qui t'emmène à un dîner, où tu te retrouves à côté de Denis Oliven, qui est quand même un homme important. Et il est quoi, à l'époque, il vient de prendre la direction générale de Canal. Ouais. Et alors, il ne sait pas qui tu es, et quand il découvre ton nom, il se conduit comme un cuistre, quoi. Et toi, tu te casses de table, quoi. La phrase, elle est énorme. D'abord, ce qui était le plus drôle, c'est ne sachant pas qui je suis, il me propose de m'asseoir à moitié sur sa chaise. Donc tout le monde regardait. Pas sur ses genoux, quand même. Non, pas sur ses genoux. Mais je suis avec une amie, effectivement. Donc il n'y a plus qu'une chaise, elle la prend. Et lui, il me dit, il me donne une partie de sa chaise, et tout le monde regarde en se disant, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe ? Et il me demande comment je m'appelle. Et là, quand il entend mon nom, puisqu'il vient prendre la direction générale, il me regarde et il me dit cette phrase hallucinante. Vous savez, dans la vie, il y a les petits et les gros. Vous vous prenez pour qui ? Pour Gaumont. Et les petits, nous, on les écrase. Mais c'est vrai que c'est dit là, parce que c'est comme ça, mais à l'époque, c'est violent, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, comme il venait de dire juste sur les marches, juste avant, à Manuel Muntz, je peux rien pour toi, alors c'était qui, Manuel Muntz ? Manuel Muntz, c'était le producteur notamment de La Vérité si je mens. Ah oui. Lui, c'était un copain de promo de Denis Oliven, et Studio Canal lui faisait un procès parce qu'il avait aussi signé des films avec TPS. Donc il lui faisait un procès à l'époque autour de 3 millions de francs, mais ce qui est énorme pour un producteur indépendant. Et donc il demandait sur les marches, il demande à Denis Oliven de l'aider, et l'autre lui répond ils ont décidé de te tuer, je ne peux rien pour toi. Non, mais je sais, tu décris des personnages d'un cynisme absolu. Il y en a qui s'en sortent. Toscan, par exemple, que je connaissais aussi, que j'aimais beaucoup, Toscan du Plantier. Il y a d'humour, lui, au moins. Ouais. Et tu sauves un peu, d'ailleurs, parce que tu vas, Didier Lombard à Orange, donc il y a
Moi, j'ai suivi avec attention le procès de France Télécom, et en même temps, c'est un homme qui a été loyal avec toi, quoi. Et Didier Lombard, d'ailleurs, il est en appel là, juste en ce moment. J'ai voulu montrer qu'il était aussi victime de Stéphane Richard et de la stratégie qu'a mis Stéphane Richard pour prendre le pouvoir plus vite à Orange. Bien sûr, qu'on sait tous. Comme c'est un sujet difficile, c'est compliqué d'en parler, mais il y avait effectivement des suicides, comme on le sait à Orange, mais ils ont été mis en avant, même s'il y en avait moins que dans d'autres administrations, ils ont été mis en avant pour la circonstance. Et d'ailleurs, Mediapart a montré, après le départ de Didier Lombard et Stéphane Richard qui étaient là, qu'ils avaient aussi continué, voire augmenté derrière. Donc c'est l'opportunité de faire sortir des choses à un moment. Et puis, le fait de ne pas montrer les choses qui continuent à exister à un autre moment. Et moi, Didier Lombard, c'est la seule personne dans ma vie de professionnelle où j'ai trouvé que c'était quelqu'un à la fois qui était visionnaire et qui respectait l'indépendance. Moi, la plupart du temps, on est venu me chercher en estimant que je représentais quelque chose et une image. Et ensuite, on m'a demandé, une fois que j'étais avec ces personnes, que ce soit politiquement ou professionnellement, de ne plus être moi-même. Didier Lombard, c'est la seule personne qui est venue me chercher pour ce que j'étais et qui ensuite m'a protégée. Donc il était à France Télécom et il voulait que France Télécom produise des contenus. Voilà, exactement. Donc toi, tu étais là pour ça. Voilà, artistiquement, il a protégé. Il m'avait dit, en gros, si ça se passe pas bien, que vous faites des résultats qui vont pas du tout, je vous virerai. Mais il m'a laissé la liberté a priori. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as créé Noé, tu es au fond du trou, tu es en faillite. Ouais. À l'âge que tu as, donc à l'époque, tu es obligé d'aller demander de l'argent à tes parents, avec qui les rapports sont quand même pas terribles. Ouais, c'est d'ailleurs assez touchant, ça. Et puis là, il y a une sorte de petit miracle, c'est que alors que vraiment on donne pas cher de ta peau, c'est France Télécom vient te chercher et te propose un job en or, quoi. C'est-à-dire, et là tu vas avoir 10 ou 12 ans merveilleuses où tu en fait, tu vas le fabriquer. Je vais le fabriquer parce qu'en fait ils viennent me chercher en se disant, de toute façon, Frédéric, ils regardent mes expériences qui sont à la fois effectivement la production sur le terrain, présidence de syndicat. J'avais travaillé pour des partis sur ces sujets-là, et surtout j'étais indépendante par rapport à Canal. Et eux, ils savaient que s'ils voulaient se développer dans les contenus, il fallait pas que Canal soit au courant. Or, à l'époque, chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, tout de suite, c'était répété à Canal. Donc, du fait de ces expériences, ils sont venus me chercher en me disant « Est-ce que tu es d'accord pour réfléchir ?» Et donc, moi, j'ai proposé une stratégie. Mais cette stratégie, c'est vrai que moi, je m'étais dit ça va... C'est compliqué quand même de la mettre à exécution. Et lui a tout de suite dit banco, il y a cru tout de suite. Ouais. Alors j'ai découvert en te lisant, parce que moi j'ai un film que j'adore, c'est Tombouctou, le film produit par Sylvie Piala. Et donc c'est toi qui a permis la naissance de ce film. Et donc elle va te remercier, enfin tu as financé ce film. Et pourquoi on retire, est-ce que tu peux résumer, parce que ce serait long, mais pourquoi on retire ton nom du générique ? Je pense quand même que je vais te raconter quelque chose qui va peut-être te faire plaisir avant, que je n'ai pas raconté dans le livre. Parce que la vraie histoire de Timbuktu, c'est quoi ? La vraie histoire, c'est que moi, j'ai coproduit avant un film, je le dis, je l'assume, le seul film que je regrette d'avoir coproduit aujourd'hui, qui est le film de Bernard-Henri Lévy, qui s'appelle... C'est pour ça, non mais tu vas voir... Mais j'assume de l'avoir fait, et j'assume aujourd'hui de dire que c'est le seul film que je regrette d'avoir fait, qui s'appelle Timbuktu, qui s'appelle Le Serment de Tobrouk, qui est le film sur la guerre en Libye. Moi, à l'époque, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que l'ingérence est nécessaire, mais je ne sais pas, en fait, toute l'histoire d'après, c'est-à-dire que le mandat de l'ONU va être outrepassé, que bon, bref, je veux dire, moi, je ne vois que la partie, au départ, j'allais dire un peu idéaliste, je ne vois pas derrière tout ce qui se passe. Donc, je dis OK à ça. Après, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et donc, je me dis, c'est pas possible de rien faire sur le Mali, puisque, en fait, c'est ce qu'on a fait en Libye qui, évidemment, comme conséquence, un certain nombre de choses, comme on le voit aujourd'hui, partout ailleurs. Et donc, je dis à Bernard-Henri Lévy, on ne peut pas être tout le temps faire des choses sur les guerres. À un moment donné, c'est quand même bien de aussi s'occuper, soit d'essayer de les éviter, soit de réparer un peu derrière et de s'occuper de la suite. Et je lui dis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur le Mali. Il me dit oui.
Et puis, je vois que ça l'intéresse pas trop. Et puis, au bout de 6 mois, j'insiste. Et là, il me dit, écoutez, genre en gros, moi, ça m'intéresse pas trop. Si vous voulez faire un truc, moi, voilà. Mais il me dit, je vais vous présenter quelqu'un, Abderrahmane Sissako. Donc, je rencontre le réalisateur, Abderrahmane Sissako, qui, à ce moment-là, a un projet qui est chez le producteur de Bernard-Henri Lévy, François Margolin, qui est un film qui se passe vraiment au Mali pendant la guerre. Et puis, il me parle de ça, et je lui dis, j'ai pas très envie, je vous cache pas, de travailler avec le producteur de Bernard-Henri Lévy pour plein de raisons. Je lui fais savoir, mais bon, il me dit, ce qui est normal, il était en train de faire ça. Il avait déjà des images qui étaient tournées, et il revient un mois après. Et il me dit, ça se passe pas du tout bien avec ce producteur, est-ce que vous pouvez reprendre le projet ? Je lui dis, non, je vais pas reprendre le projet, ça va créer plein de problèmes juridiques, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et je dis à Abderrahmane Sissako, est-ce que vous pouvez pas, est-ce que vous n'avez pas autre chose, une autre histoire ? Il me dit, je lui dis, il vaudrait mieux faire ça, on laisse, c'est pas grave. Et puis vous avez créé. Et là, il revient, un mois après, avec un scénario merveilleux qui s'appelle alors Le Chagrin des Oiseaux, qui deviendra Timbuktu, qui s'appelle Le Chagrin des Oiseaux. Et je lui dis, c'est magnifique. Et je lui dis, maintenant, il faut chercher un producteur. Donc c'est moi qui va voir Sylvie. Qui va voir Sylvie parce qu'elle n'arrêtait pas. Orange Studio était rue du Cherche-Midi, elle était à côté, elle me disait toujours tu travailles jamais avec moi. Et donc à un moment, je lui dis écoute, voilà. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Abderrahmane Sissako a un autre producteur. Hein, donc c'est moi qui lui propose de plutôt faire le film avec Sylvie. Donc c'est pour ça que je dis, parce que moi je pouvais pas être productrice, je pouvais être que coproductrice, j'avais pas le droit. Le film de Margolin va se faire d'ailleurs, le documentaire là, un peu bizarre qu'il a fait après sur Timbuktu. Oui. Mais bon, et donc c'est comme ça. Et pourquoi alors donc effectivement, pourquoi ton nom effacé du générique, c'était ça la première. Ah ben oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est à l'époque, j'avais aussi coproduit. Moi, en fait, je me fais éjecter d'Orange en février 2014 par Stéphane Richard, pour X raisons hyper douloureux, qui sont à la fois racontées dans le livre et pas racontées puisque tout ne peut pas être raconté. Et donc, je pars en février 2014 et en mai 2014, Festival de Cannes. J'ai de ce que j'ai coproduit avec Orange, mais de mes décisions artistiques et autres, il y aura 6 films quand même en sélection à Cannes. Dont 4 dans la sélection française. C'est quand même pas... Et donc, Xavier Couture dit à Stéphane Richard, c'est pas possible qu'on ait le nom de Frédéric Dumas partout sur ses films. Parce qu'il s'en est rendu compte, j'avais coproduit à l'époque le film sur Ilan Halimi, qui me tenait très à cœur, et Alexandre Arcadi m'avait dit que quand Xavier Couture avait vu mon nom sur le générique, il s'était dit, ah mais en fait, on l'a virée, mais on va la voir... elle va continuer à exister. Et comment on vit et donc, ça, ils ont demandé au producteur. Comme ça, En fait, j'ai eu plusieurs vies, comme tu l'as vu. Je venais de vivre Noé, j'ai dû aussi céder Noé dans les conditions... à chaque fois, j'ai dû abandonner des choses. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on se crée une forme de résilience qui est que, de toute façon, on ne peut rien faire face à ça. Donc, en plus, beaucoup de producteurs, pour des bonnes raisons, ont été obligés de le faire parce qu'on leur faisait des chantages. D'autres ont devancé, c'est comme en politique, on fait des choses encore pires. Mais voilà, on est obligé d'accepter ce qui arrive et de se déplacer sur l'échiquier. Parce que ce que j'ai appris quand même, c'est qu'à un moment donné, vous êtes à un endroit et les gens vous voient à cet endroit-là et vous êtes une cible. Donc il faut... à un moment donné, se mettre à un autre endroit et ils restent tous là. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Et je voudrais encore, parce qu'après, tu vas très générer chez Valérie Pécresse, mais avant d'arriver à Valérie Pécresse, il y a une anecdote que j'ai découvert en lisant ton livre, qui arrive bien plus tard, puisque tu coproduis The Artist, le film qui est produit par Thomas Langban, mais t'es derrière. Et là, ça se passe pas très bien. Enfin, c'est Weinstein qui sauve le film, qui lui fait avoir l'impact qu'il va avoir. Et aux États-Unis, ça se passe pas très bien entre Bérénice Bejo et Dujardin, quoi. Parce que Dujardin parle pas anglais et elle se fout de sa gueule en permanence, quoi. C'est un peu ça, non ? Disons qu'en fait, non, mais tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que qui prend la lumière. Donc il y a le jeu d'acteur, il va y avoir les prix, mais il y a le fait que
normalement, en France, c'est Jean, évidemment, qui est mis en avant, puisque c'est lui qui est l'acteur, la star. Donc, aux États-Unis, elle va profiter du fait qu'elle parle très bien anglais. Elle est aussi la compagne du réalisateur. Elle parle très bien anglais pour que ce pauvre Jean, ne peut évidemment pas préempter le stage, comme on dit, peut pas monter sur la scène ni parler à la presse puisqu'il parle pas bien anglais. Donc, elle y va à fond. C'est moins grave. Oui, mais c'est pour la promo. Parce que là, en fait, aux États-Unis, on faisait la promo, notamment pour toute la campagne pour les Oscars. Les Oscars que vous allez avoir. Et donc, en fait, lui, moi, je trouvais ça horrible. C'était humiliant tout le temps. Mais bon, finalement, c'est lui qui a eu l'Oscar. Donc, il y a une justice. Ouais. Mais bon. Et alors, on arrive à Pécresse, je voudrais qu'on en parle quand même, parce que quelle horrible bonne femme, quoi. Voilà. Déjà là, elle est bon, heureusement, elle est en train de plonger dans les sondages, mais ça fait monter les autres. Mais ton expérience là, à la région de Île-de-France, c'est hyper douloureux, quoi. Enfin, En fait, c'est vrai que j'ai fini ce chapitre, le livre a été fini en fin janvier, donc elle était pas encore dégringolée, donc je me suis dit que là, j'achevais le... Mais je n'ai fait que décrire ce que, aujourd'hui, tout le monde... Je ne pensais pas que ça se verrait à ce point-là, ce qu'elle est vraiment. Parce que souvent, les choses ne se voient pas. Mais là, on est en train de lui reprocher... D'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement brutal, qui fait confiance à personne, et qui, effectivement, est très scolaire, parce que... mais finalement, Emmanuel Macron a repris exactement les mêmes... Oui. Tu fais un parallèle entre les deux. Je fais un parallèle entre les deux. Alors, il y avait une phrase que j'avais écrite, que j'ai enlevée dans le livre, mais peut-être que je peux la dire là, parce que je me suis dit déjà, si je dis ça, on va reprendre que cette phrase-là. Bon, j'ai vu que la presse reprenait quand même, de toute façon, des phrases un peu... J'avais mis... puisque je dis que ce sont les deux faces d'une même pièce, puisqu'ils ont la même politique. C'est dans le livre, ça. Ouais, ils ont la même politique dogmatique, qui est les économies, les rabots budgétaires, les fusions, parce que quand on fusionne les choses, soi-disant, c'est mieux, et on numérise tout comme ça, voilà. Et c'est appliqué de manière presque robotique. Et je dis que la différence, c'est que, donc ils sont tous les deux assez brutaux, et et je dis que la différence, c'est qu'elle est scolaire, ce que j'ai enlevé du livre, qu'elle est scolaire et pas charismatique, et que lui est séducteur et empreint d'une grande duplicité. Donc, mais en revanche, c'est parce que lui, il habille cette même politique par, effectivement, sa capacité, son énorme capacité d'élocution et de communication et de manipulation. D'ailleurs, il lui a lui-même avoué qu'il utilisait le nudge, la technique du nudge, qui, comme chacun sait, est l'utilisation des biais cognitifs et des comportements des gens. Donc lui, il est là-dedans. Et donc Valérie Pécresse et lui font exactement la même chose. Moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que je fuyais Valérie Pécresse, qui, dès le début à la région, a démarré en disant... On a fait une campagne où on expliquait qu'on allait augmenter de 20% le budget culture. Et puis, on arrive en janvier, on nous présente un budget culture à moins 30. Et là, on nous explique que on a dit augmentation du budget, mais ce n'est pas les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses d'investissement dont, évidemment, le milieu culturel se fiche. Qu'on aille construire une bibliothèque ou un théâtre, c'est pas ça qui est perçu par le milieu culturel quand on lui dit que le budget va augmenter de 30%. Et elle va couper 30%, mais de manière... Là, complètement. Tu vas souffrir quand même. Le comité de l'AH, le comité de l'AH, il l'utilise pour les normes. Mais tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que dans la campagne, Valérie Pécresse a dit, et elle le répète, qu'elle ferait un comité de l'AH pour supprimer toutes les normes bureaucratiques. Mais elle emploie ce mot de comité de l'AH. Mais moi, j'estime qu'elle emploie l'AH systématiquement quand elle fait ses rabots budgétaires. Elle coupe 30% sur tout sans aller regarder où ça atterrit. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait en fin d'année, 2016, donc c'est-à-dire que beaucoup d'associations ou d'institutions se sont retrouvées à la fin de l'année on leur annonçait la suppression de leurs subventions. Alors qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient l'obtenir. Comment tu as vécu le vote à droite, là ? Parce que quand on te lit, on voit à quel point elle est violente, incompétente, mauvaise gestionnaire, enfin, et c'est un fake total, enfin, quand on te lit, je résume. Mais quand même, elle réussit à gagner l'élection à droite. Elle bat Bertrand, elle bat tous les autres. D'abord... c'est une élection déjà, c'était une primaire fermée.
Donc, il n'y avait que les électeurs LR qui votaient. Donc, ça réduisait quand même les chances de Xavier Bertrand, par exemple, de manière importante. Et ensuite, après, j'en sais rien. On a parlé d'un certain nombre de manipulations aussi. Des urnes. Ah non, pas des urnes. Après, ce qui a été mis en avant, c'est des associations qui... Voilà, il y a des gens qui sont occupés d'aller récupérer des voix d'un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, on a vu que, sincèrement, tous les scrutins, moi j'ai vu que tous les scrutins de partis politiques, on l'a vu aussi pour le PS. Voilà, ils sont sujets à caution. Donc, elle gagne sur, sur des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'elle a bien aussi gagné la région Île-de-France. Tant que ça se voit pas. Moi, ce qui m'impressionne en politique, c'est tant que ça se voit pas, ça se voit pas. Et puis tout d'un coup, quand ça se voit, ça s'effondre. Et moi, je pense que ça passera la même chose pour Emmanuel Macron, sauf que comme il est beaucoup plus doué, avant que ça s'effondre, avant que ça se voit. Là, justement, je voudrais qu'on vienne, parce que là, je ne sais pas, ça doit faire bientôt, je ne sais pas combien de temps on parle, mais on peut continuer jusqu'au bout de la nuit, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Exactement. Et je voudrais... Tu dis un moment que pour Macron, tout est interchangeable, sauf sa propre personne. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de Colère. Et d'ailleurs, un mot là-dessus, sur ce couple-là. C'est quoi leur... C'est de l'amitié? C'est parce que comme tu les décris comme des mécaniques froides, comment et pourquoi ils se sont retrouvés aussi bien tous les deux? Et est-ce que ça va perdurer, cette histoire Colère-Macron, selon toi, qu'il est... Bon, d'abord parce qu'ils fonctionnent totalement pareil. Donc, ils fonctionnent pareil, ils ont des différences. Effectivement, Alexis Colère est plus quelqu'un de l'ombre, qui prend plus de plaisir à avoir un pouvoir caché, alors qu'Emmanuel Macron a plus besoin d'être devant. Donc, en fait, ils sont complémentaires. Même si Emmanuel Macron a dit qu'il était par exemple plus intelligent que lui. Donc on est tout le temps dans cette espèce d'intelligence intellectuelle dont ils ne se rendent pas compte qu'elle n'aboutit pas obligatoirement à des solutions pertinentes. Et moi, je pense que ce couple, bien sûr, perdurera. Alors d'abord, je sais que tu poses aussi souvent la question à tes invités, je pense que il y a un moment donné, les gens sont un peu tenus et sachent, il y a un certain nombre de choses qui sont... Quand on est, il y a toujours un petit cercle rapproché qui sait tout de tout. Bon, donc c'est déjà plus compliqué. Quand je dis qu'Emmanuel Macron s'occupe que de lui, c'est lui et de 4 ou 5 personnes. C'est-à-dire, il y a un petit socle comme ça qui partage tous les secrets de fabrication, donc déjà qui est lié et tenu par ça. Ensuite, Alexis Colère est un très très bon exécutant, et en politique, ce qui est difficile, évidemment, c'est de trouver quelqu'un de confiance dont on sait que, il vous sera totalement dévoué, et qu'en gros, il mettra à exécution ce que vous pensez. Donc pour moi, ils restent liés pour des raisons de secret de fabrication et pour des raisons, de loyauté et de confiance, qui d'ailleurs peuvent être, ça pourrait être positif d'être lié pour des raisons de loyauté et de confiance. Mais ce qui va se passer, et d'ailleurs, on a dit que Alexis Colère était un peu la tour de contrôle même de la campagne. Mmh. Donc moi, je pense que le couple ne se désagrégera pas. C'est pas Emmanuel Macron qui l'en décidera, c'est si les affaires remontent. Et là, il y a McKinsey qui est en train de remonter. McKinsey, et le patrimoine, surtout. Voilà, côté Emmanuel Macron, mais surtout les affaires aussi concernant Alexis Colère. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui séparera le couple. C'est que ça. Sinon, ils sont liés. Par les affaires et des intérêts d'argent aussi. En tout cas, leurs secrets. Leurs secrets, voilà. Ouais. Je voudrais qu'on finisse. En fait, tu continues à avoir des échanges épistolaires avec Macron malgré ton départ. Et il y a un moment où tu lui écris d'une manière très pressante. C'est quand tu commences à comprendre un peu avant tout le monde l'épidémie de Covid au moment des élections. Et tu veux le convaincre de retarder ces élections. Et lui, en te lisant, on se dit qu'à dessein, par pur calcul, il va envoyer finalement à la mort, le mot est fort, mais quand même, il y a un peu de ça, quoi. En maintenant les élections à ce moment-là, en sachant, en étant très informé, puisqu'il y a des professeurs qui te parlent et tout, à toi, donc à lui, que l'épidémie va s'envoler, que les députés il y en a beaucoup qui vont s'attraper le Covid et tout. Il le fait quand même. Pourquoi? Comment tu analyses ça avec le recul? Oui, alors justement, j'ai pris le temps de l'analyser cliniquement pour
pour qu'on ne me fasse pas le reproche de lui faire des reproches qui ne soient pas fondés. Mais effectivement, comme tu me l'as rappelé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est obnubilé par la stratégie électorale et donc qui n'aborde j'allais dire, même les crises, que de ce point de vue-là. C'est ce qu'il a fait au début sur les Gilets jaunes, c'est ce qu'il a même fait au début sur l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, il voit d'abord, il ne cherche pas tout de suite à résoudre le problème, mais à comment, puisque de toute façon, il s'est toujours retrouvé, j'allais dire, dans une élection. Même s'il n'était pas directement dans l'élection, il y a eu les européennes, les municipales, les régionales, donc il fallait bien qu'à chaque fois, il se dise comment je peux, quelque part, récupérer les choses. Donc il va d'abord avoir ce prisme de tout le temps voir les choses par cette vision-là. Et de toute façon, c'est très clairement exprimé par Agnès Buzyn dans son interview du Monde, puisque vu qu'il a été, au-delà de moi, ce que j'ai essayé de faire au mois de mars, il avait été prévenu par Agnès Buzyn encore plus tôt. Donc, j'allais dire, c'est... Mars 2000... Ah non, mais j'allais dire, je lui prends la tête le 11 et 12 mars, mais Agnès Buzyn l'a prévenu le 11 janvier. Elle a prévenu Édouard Philippe fin janvier. Donc, en gros, il a des informations bien avant qu'il aille le 6 mars au théâtre et tout ça. Et donc, il a été va au théâtre pour dire aux gens, donc, il est prévenu déjà en dehors de moi. Moi, je vois qu'il ne veut pas comprendre. Et effectivement, je vais mettre la pression. Quand tu dis qu'il va au théâtre, parce que les gens se souviennent peut-être plus, on est en pleine épidémie, il y a des gros risques et tout. Et lui, il dit, on peut sortir le 6 mars, il va au théâtre avec sa femme. Il dit même, il va au théâtre pour dire qu'il faut continuer à vivre comme d'habitude. Et après, quelques temps après, le 11, je crois, il se promène sur les Champs-Élysées. Et quand on sait que le confinement aura lieu le 16 mars, c'était quand même absolument... Et qu'on reproche aux gens de pas comprendre, c'est quand même des injonctions assez contradictoires. Et pourquoi, quand tu as évoqué le fait qu'on envoyait les gens comme ça, non seulement voter, mais dépouiller, c'est surtout ça, puisque comme on sait qu'il y avait des problèmes dans les endroits fermés, dépouiller, soirée électorale, malheureusement Patrick Devedjian, c'est à ce moment-là qu'il a attrapé le Covid, par exemple. Donc on a quand même, tout en disant, Édouard Philippe, il n'y a pas de problème, on peut aller voter, etc., et tout en supprimant le second tour 2 jours après. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas voulu entendre, alors qu'il avait des informations. Moi, pourquoi j'ai fait ça, je lui faisais remonter les informations de terrain de manière forte, je voulais être sûre qu'il ne puisse pas dire qu'il ne savait pas. Parce que c'est trop facile de dire... Mais le sachant, ça veut dire qu'il n'y croit pas, ou il pousse le cynisme jusqu'au bout en se disant « c'est pas grave, s'il y a des gens qui crèvent, c'est perte et profit. » Non, parce que je pense que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que tant que les choses, comme il est très conceptuel et intellectuel, la réalité ne l'impacte que lorsqu'elle vient vraiment l'impacter directement. Donc à ce moment-là, je pense qu'il ne conçoit pas, comme s'il n'a pas envie de cette réalité-là, ça l'arrange de ne pas la concevoir. Il n'est pas en train de se dire, et d'ailleurs je ne suis pas dans sa tête si je fais de l'interprétation, mais pour moi il n'est pas en train de se dire, oui, les gens vont mourir, c'est pas grave. Non, il est en train de ne pas comprendre. Et c'est ça que j'essaye de dire, à quel point on ne peut pas, quand on dit il n'écoute pas, ou c'est ses conseillers qui sont des mauvais conseillers, non, il ne peut pas entendre. Il n'entend que lorsqu'il est impacté directement. Je mets aussi dans mon livre cette phrase quand il est dans le grand débat, et qui dit « J'ai compris qu'il y avait des femmes célibataires qui pouvaient avoir des problèmes quand elles ont leurs enfants ». Il ne dit pas « J'avais compris ce problème et je vais le traiter encore mieux ». Il dit « Le grand débat m'a permis de comprendre ». Donc cette personne comprend, donc incapable d'anticiper, incapable même de comprendre au temps T. Il y a même carrément un retard à l'allumage. Il faut réellement qu'il y ait un drame pour que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui lui permette de comprendre. Le drame, ce serait qu'il soit réélu, quoi. Et j'espère qu'on va lui envoyer l'entretien qu'on vient de faire et que les gens vont le regarder, parce que c'est ce que tu dis et n'est motivé par aucune haine, aucun militantisme particulier. Mmh. C'est simplement une sorte de tu les as bien connus, tu les connais bien, et c'est une sorte de devoir, enfin, c'est pour ça aussi que tu écris le bouquin, quoi. Le titre, on m'a tellement dit, le titre, pourquoi je l'ai choisi comme ça, on m'a tellement dit, Frédéric, tu peux pas dire ça, Frédéric, si tu dis ça, ça fait monter le Front National, Frédéric, si tu dis ça, machin. Et moi, j'ai dit,
j'en ai marre qu'on me dise ça. Comme on se l'a dit en début d'entretien, si on ne peut pas dire les choses, c'est que ces choses sont pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables, cessent. Et pour qu'elles cessent, il faut effectivement mettre la lumière dessus. Parce que sinon, elles ne peuvent pas disparaître. C'est l'impunité à chaque fois. Donc, moi, j'estime que mon devoir, c'est de le dire. Et quand on me dit que ça peut faire monter les extrêmes, je dis non. C'est faire ces choses-là qui font monter les extrêmes, surtout qu'en les faisant, on ne résout aucun problème. Et ce que j'essaye de dire à la fin, puisque j'essaie de faire des propositions, parce que je me suis dit, je ne vais pas non plus faire que ça et dire je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai essayé de réfléchir à des leviers et à me dire que la priorité, c'était déjà l'exemplarité. Oui, parce que si on n'est pas exemplaire, on peut absolument rien, on peut pas parler aux Français si on l'est pas. Et donc j'ai donné des idées qui permettaient parce que l'exemplarité, on va me dire oui c'est quoi machin. Donc j'ai donné un espèce de mode d'emploi pour savoir ce que c'est et comment on peut la mettre en pratique. Qu'il y ait des garde-fous et des contre-pouvoirs à tout pouvoir. Parce que quand il n'y en a pas, là aujourd'hui on a 3 pouvoirs qui n'en ont plus, donc par le Parlement, l'exécutif, puisque les ministres n'ont pas plus de pouvoir, et la justice qui n'est pas indépendante et qui n'a pas de moyens. Tout le pouvoir est parti à l'Élysée. Et comme l'Élysée est une espèce de... Je ne sais pas si c'est pas... J'appelle ça un peu un vide juridique, tu vois, parce qu'au sein de la Constitution, tout le pouvoir est parti là, or c'est l'endroit où la personne est irresponsable. Donc, normalement, quand on a du pouvoir, on est responsable. Là, on a la pire des situations, on a quelqu'un qui est irresponsable et tout le pouvoir. Il n'y a pas un autre pays au monde, je pense, sauf peut-être en Chine. C'est un peu ce que décrit Freud dans le bouquin dont je te parlais tout à l'heure, quoi. Non, mais c'est assez effrayant. Donc moi, j'espère que on ne sait pas ce que va donner cette élection, mais en tout cas, il faut que les gens partagent l'entretien qu'on vient de faire. Je voudrais aussi rappeler, avant de donner la citation de Plutarque que j'aime beaucoup, que tu mets à la fin, je voudrais dire aux gens de nous financer, puisqu'on peut faire ces entretiens avec toi parce qu'on est un média libre et indépendant et qu'on a besoin des dons, on a besoin des abonnements. Parce que pour l'instant, des personnalités comme toi, tu ne seras pas invité à BFM à 20h ni nulle part, quoi. Et c'est parce qu'il y a des éditeurs indépendants comme Florent. Et c'est pour ça que je suis ravi de t'inviter, même si ce que tu racontes est quand même assez effrayant, quoi. Quand on avait fait l'entretien tous les deux pendant le confinement, j'avais dit des choses. Pourquoi j'ai fait ce livre grâce à toi, c'est que des personnes m'avaient écrit, parce qu'on avait fait plus de 2 millions de vues, et des personnes m'avaient écrit en disant ce que vous nous dites est terrible et encore pire que ce qu'on pensait, mais le fait que vous le dites et que vous proposiez un certain nombre de choses nous rassure. Donc c'est pour ça que c'est pas de dire. C'est vraiment le dire, c'est pour pouvoir justement... c'est comme un diagnostic. Si vous ne faites pas le bon diagnostic à un malade, vous ne pouvez pas le guérir. Donc pour moi, c'est le début du chemin, de faire le bon diagnostic et ensuite d'apporter des solutions un peu levier, qui est, comme je le dis aussi, arrêter de s'occuper des conséquences, mais revenir effectivement aux causes, que ça soit... sur tous les flux dont on parle, que ce soit les flux physiques, humains, liés à tous les aléas qui poussent les gens à partir de chez eux, ou que ce soit les flux virtuels comme les fausses informations, la manipulation de l'information, la désinformation, on n'arrivera jamais à contenir, à endiguer ces flux. Ça veut bien dire qu'il faut revenir aux causes et aux sources et trouver des moyens de... Donc j'ai un grand projet, mais dont je ne parlerai pas là, qui est à la fois mélange éducation, neurosciences, sciences sociale et culture, pour s'attaquer aux causes, pour éviter que ce soit flou. Tu vas continuer à faire de la politique après, Oui, j'ai quand même monté un petit un mini mouvement liberté citoyenne qui est rattaché au Vert, parce que je continue à porter mes idées. Oui, d'ailleurs, tu appelles à voter Jadot, toi. Oui, parce que j'ai pris un marqueur, parce que comme je parlais que des gens que je connaissais, c'était un peu compliqué pour moi d'expliquer comment je ne votais pas non plus pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Donc j'ai pris un marqueur qui est la Chine. Et au regard de ça, j'ai dit qui est capable aujourd'hui de voir à quel point, et après la Russie, on devrait se rendre compte que le problème majeur, c'est d'être dépendant de la Chine, qui voudra nous imposer cette fois-ci au monde entier un système de surveillance généralisée et de répression qui n'est absolument pas notre modèle. Et donc, il faut prendre acte de ça. Et c'est pour ça,
par exemple, que j'ai choisi Yannick Jadot. Et c'est sur la Chine, pour moi, qui est vraiment le problème du XXIe siècle. On ne peut pas dire qu'il y a un alignement entre États-Unis et Chine, c'est pas possible, quoi. Il y a deux modèles de société, et il y en a un qui est juste pas possible pour nos enfants ou nos petits-enfants. Je voudrais citer, à la fin, tu cites Plutarque, j'aime bien cette phrase, « La persévérance est invincible, c'est par elle que le temps dans son action détruit et renverse toute puissance. » On peut dire que tu es quelqu'un d'assez persévérante. Voilà, comme toi, Denis, exactement. Et tu ajoutes, ce qui nous paraît invincible ne l'est jamais vraiment. Nous ne savons jamais à quel moment se produisent les renversements, mais ils ne se produisent que si nous agissons. Le plus petit de nos actes s'en éloigne ou y concourt. C'est ce chemin qui ouvre sur les possibles. Donc c'est un peu une note. Après, je ne sais pas combien de temps on a passé ensemble, mais on pourrait continuer, mais c'est vrai que c'est assez plombant, mais très intéressant. Et ce qu'il y a de bien dans ton témoignage, c'est que tu connais ce pouvoir de l'intérieur, quoi. Et ce que tu racontes est très... je veux dire, t'es pas motivé. Souvent, tu as des gens qui veulent témoigner, qui sont pleins de rancœur qui veulent régler des comptes. C'est pas ton cas, quoi. Et je te remercie beaucoup. Et merci à toi, Denis. C'était très agréable, comme d'habitude. J'aime beaucoup... voilà, c'est toujours... j'utilise ce mot, c'est assez doux, toujours. Non, mais c'est agréable dans un monde d'agression permanente. Voilà, c'est un moment de répit. Et de douceur. Voilà, de douceur. Merci, Frédéric.